Je voulais avant tout dire au revoir à YouTube. Ah oui, vas-y. Au revoir YouTube, parce que je sais pas si vous avez suivi, mais les nouvelles règles qui rentrent en application à partir de février, et notamment toute chaîne avec ne serait-ce qu'un gros... Sur les commentaires nazis. Non, ne serait-ce qu'un gros mot, ou des mots comme suicide, viol Ah ou quoi ouais que ce soit, ça fait fermer les chaînes directes. Mais non. Si, il coupe. Donc forcément, il titre, ferme. ça va pas trop le faire, quoi. Bah, on peut essayer de faire un titre sans gros mots, parce que si ces fils de pute entendent qu'on est des enculés de connards qui disent des gros mots tout le temps, on est cuit, quoi. Donc sans déconner, quoi, on peut plus être sur YouTube. Ah, c'est probablement dans le champ du ciné, faut le savoir. Ça se tente. Et sachez si ça marche pas, je pense qu'on va sauter direct. Ouais, je pense aussi. Déjà qu'on est trigger de ouf, je peux plus rien monétiser depuis des années, c'est un enfer. Donc non, bon, c'est sûrement notre au revoir à la scène sur YouTube, mais c'est pas grave. Ah ouais, d'accord. On fait des podcasts également. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Et au moins, on peut tout dire là-bas. C'est pas comme sur YouTube où les règles de nazi. Pour l'instant. Bon. Voilà, nazi, c'est fini. Oui, normalement, c'est foutu. Non, mais ce qui est ouf, c'est que t'as des mecs qui font des chaînes de prévention sur le suicide. Où récemment, il y a un mec qui s'est fait fermer sa chaîne, qui avait fait un truc sur Nirvana. Donc il dit, voilà, Kurt Cobain, il s'est suicidé. Hop, fermeture de chaîne. Bah, t'as pas vu aujourd'hui quand on a voté pour les comités Thibaut qu'il est molle et il cache les trucs pour dire offensant. Oui, suicide être offensant. C'est ça, sur Facebook, si tu mets Kill Em All de Metallica, c'est offensant, donc il n'affiche pas ton message, il le cache. Alors que si tu faisais Kill Em All French Government, ça passait. Peut-être. Alors que si tu votes Manowar, ça passe, alors que c'est beaucoup plus offensant, au final. Mais bon. Bon. Je propose d'avant de commencer, de vous laisser avec le plus grand d'entre nous, Roger Hanin. Je vous laisse avec Roger. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetat. Dis donc, toi, connard. Tu m'appelles encore une fois Poujna et je te nique ta mère. Putain d'enculé de ta race, tu vas bouffer tes morts. Fils de pute. Quand vous aurez fini vos mamours, il y a un appel super urgent pour vous. Merci, Léone, t'es une gentille fille, toi. Et vous paierez votre note aussi. Ta note, tu te la mets au cul et puis tu te torches avec. Allô, commissaire Enrico? Dis donc, connard, enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, d'Eric. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Putain, l'enculé, il m'a énervé. Yep. Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Alors, Mathieu, c'est un titre qui nous a été beaucoup demandé. Beaucoup, je crois que c'est l'un des plus demandés, en fait. Par toi, déjà. Non, pas moi, mais ça a été demandé. Ça a été demandé. Par les 3 meufs qui nous écoutent. Écoute, c'est pas faux. Littéralement, il y a 3 meufs et les 3 veulent entendre parler de typo. C'est bizarre. Donc, en premier, on va vous parler de typo négatif. Un groupe qui est bien, mais qui est complexe. Pour performer avec moi, j'ai l'homme qui voudrait avoir la moitié de la carrière de Peter Steele, frontman émérite de Newhall, dont la carrière se joue pour l'instant à l'international, le bar, en attendant qu'elle se joue à l'international, tout court. C'est de ça dont je parle, évidemment. J'ai pas le temps de voyager. Bon, comment tu vas ? J'ai plus la niaque. Ça va. Bon, ça va. On a invité aussi quelqu'un qui aimerait avoir la moitié de la bite de Peter Steele, un homme que l'on peut lire dans New Noise et entendre parfois dans l'Afterfoot quand le nazisme croate est attaqué par des journalistes sans scrupules. Il s'agit de PA Vladubiciu, c'est-à-dire comment vas-tu en croate. Bah écoutez, bonjour messieurs, je vais bien. Déjà, merci pour cette invitation fort sympathique. Tu t'es incrusté, arrête tes conneries. Il t'a forcé, je crois. Le mec s'est incrusté de force, il dit merci de l'invitation. Il a dit je fais la même taille que Peter Steele, il y a que moi qui veux parler de lui. Non, mais c'est exactement ça. Mathieu m'a dit, je sais que tu as nombreuses ressemblances avec Peter Steele, voilà, personnage central du podcast, puisqu'on a la même taille de cheveux déjà, voilà, les cheveux, c'est ça auquel je pensais. Et puis aussi parce que je roule l'air. D'être un grand, quoi. Ah, c'est ça. Et je roule l'air germaniquement comme lui, hein. Be my drudes. Voilà, on est bien. Ah, c'est vrai que si t'as un point commun avec lui, c'est la taille déjà. Hein. Vous faites tous les deux 2 mètres large. Et on va s'arrêter là. Sarah,
En avril 2020, soit il y a 2 ans et demi, nous avait proposé un titre sur Typo. C'était il y a longtemps, si ça se trouve, Sarah elle est morte depuis dans un accident de trottinette électrique ou décapitée par un flic en manifestant pour sa retraite. On sait pas. On sait pas. Sarah, si tu es là, si tu vas bien, fais-nous un message pour nous dire que c'est ok. Parce que franchement, on est inquiet. Sarah, on l'avait rencontrée au Hellfest, elle est super sympa. Bon, Sab, tu t'en souviens pas parce qu'elle s'était interposée entre toi et le bar VIP, donc forcément, tu l'avais roulé dessus. Mais vraiment, elle était sympa. Et comme c'est à peu près donc la seule femme qui écoute de conneries, c'est que ça serait quand même dommage de la perdre. Je vais vous lire ce qu'elle nous avait dit parce que c'est joli, tout simplement. Donc elle avait demandé un mini tits et c'est à cause de Sam qu'on en fait un tits complet. Il a dit non, on fera pas un mini tits sur Peter Steele. On peut pas faire un mini tits, il y a rien de mini chez Peter Steele. C'est ça. On va pas faire un mini tits. Donc on va faire un mini tits de 2 heures. In loving memory of Peter Steele, a.k.a. l'homme qui murmurait aux trompes de Fallope. Les trompes de Fallope, c'est quand les femmes elles baissent tout le temps, c'est des Fallopes. Peter Steele ou l'anti-Reznor par excellence. Quand Trent Reznor se montre poussif, faussement darko-mystérieux avec sa tête de Derek Zoolander sur chaque promo pic, c'est elle qui écrit ça. Elle est géniale. C'est vrai. Le Green Man est lui capable de faire griller un banc de sardines à la plancha d'un simple regard et de provoquer une montée des eaux de plusieurs centimètres rien qu'en roulant les airs. C'est vrai. J'ai connu Typo négatif sur le tard. Devrais-je dire sur le dard. Ce qui m'a évité de grossir les rangs d'armée de Gotopouf dans un lycée random de Seine-et-Marne, donc elle vient du 77, respect. Et ainsi échapper à la vague de suicides collectifs qui les aura décimés en 2007 suite à la fermeture du chat pétale Caramel. Plutôt branché travaux publics à cette époque, avec Nile ou Cryptosy, je suis tombé pour la première fois sur le morceau. Cryptopsy, pardon. Oui. C'est hypocrisie qui est payée en crypto-monnaie, quoi. Cryptosy. C'est bon, ça. Je suis tombé pour la première fois sur le morceau Christian Woman en écoutant sur une radio métal extrême américaine. Entre 2 morceaux de Suffocation et Cannibal Corpse, roux coulait du Typo, histoire de nous faire reprendre notre souffle. Une révélation ce jour-là, Dieu existe et Pierre Acier est son messager. Ma proposition pourra vous étonner, mais si je devais choisir un des albums sur lequel je vais vous entendre pavasser, ce serait le mésestimé Life is Killing Me. Il est à l'image de Bloody Kisses, tellement riche et varié, inclassable, trash, god, doom, cock, Ça, c'est nous qui allons le dire, c'est pas toi. Voilà. Avec un côté paradoxalement solaire. Bref, tu nous emmerdes. Étant donné que tout est 2 fois plus gros chez Peter, je vous propose de faire une doublette avec Bloody Kisses pour les profanes. Eh bien non, on va pas faire une doublette. On va tout faire. On va faire une quintruplette, une sextuplette, et on va faire toute la discographie. Un titre complet, entrée, plat, dessert. Voilà. Alors, ce qu'elle voulait aussi, c'est qu'on célèbre les 10 ans de la disparition de Peter Steele. On a 3 ans de retard, mais on le fait quand même. Alors, déjà, on célèbre pas les choses, on les commémore. On va pas célébrer la mort de... Alors, à la fois oui, à la fois, moi, je te cache pas que je viens de faire 48 heures de Typo. J'ai un peu envie de célébrer le fait qu'il soit mort. Alors, Mathieu, d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Mathieu, j'ai une question là-dessus. Vas-y. Parce que je voudrais que tu me dises... Sache que je te vois venir, mais de loin. Je te vois venir de ouf. Vas-y. Très bien, allons-y. Je voudrais que tu nous dises solennellement et honnêtement si tu as vraiment écouté tous les albums de Typo en entier jusqu'au bout. Parce qu'on connaît ta vénération des albums courts, comme d'autres choses d'ailleurs. Ta haine pour les chansons de plus de 2 minutes 30, alors que les albums de Typo d'1 heure et demie, ça te fait quoi ? Alors, c'est positivement insupportable. Il y a des trucs sur tous les albums de Typo quasiment qui sont franchement trop. Déjà parce qu'en général c'est leur projet. On va en parler, mais il y a énormément de trolls et énormément d'humour noir et machin. Et donc je pense que le côté gavère à la gueule, c'est un projet. Des fois c'est relou, surtout rétrospectivement. Et Typo là, pour avoir fait 48 heures de Typo, j'en peux plus et j'ai fait une grosse pause. Ceci étant dit, il y a des trucs mortels, il y a des trucs franchement chiants et tous les albums sont beaucoup trop longs. Et je crois simplement avoir passé en accéléré le dernier parce qu'il est vraiment chiant. Mais sinon, je me suis bouffé tout. Oh là, la catastrophe. Voilà. Bon. Avant tout, Sam a quelque chose à nous dire. Sam voudrait... Ah non, tu voulais pas faire d'abord ton intro. Fais d'abord ton intro. Non, en guise de contexte, avant de se lancer sur Carnivore ou quoi que ce soit, il y a une séquence émotion. Oui, mais moi, si je le fais tout de suite, ça va chialer, les gens vont, ils vont éteindre et tout. J'aurais déjà tout dit. Tant mieux. tu veux attendre un peu Mais vas-y, je te laisse faire ton contexte et après je le fais. Ah, mais j'ai pas écrit de contexte justement parce que je pensais que c'est toi qui le ferais. Ah ouais, non. Ah bah si tu veux, écoute, voilà, ce qu'il faut pas.
Par où je Tu peux commence pas faire ton pote déjà. Non, c'est Peter Steele. Alors, parce qu'on va parler de typo négatif, mais typo négatif, c'est Peter Steele. Les icônes derrière, bien sûr, on va en parler. Mais sans Peter, de toute façon, il n'y a plus de typo. Hein. Ken, il a dit. On l'a bien vu. Il a dit voilà, je vois pas Il y l'intérêt. a Seven Void et il y a. Alors, mais c'est moi, je vais juste parler du parcours du mec. Parce qu'on le connaît, parce qu'il à part de travers quelques interviews, c'est un petit passage qu'il faisait en rigolant en tant qu'acteur à la télé, à la con. Tout ça, mais le vrai Peter Steele, qui est le vrai Peter Steele? Ah, c'est un homme complexe. Est-ce que vous le savez qui est le vrai Peter Steele? Non, c'est un. Alors, il y a un truc, c'est quand je l'ai su, ça te fait comme Usual Suspect. Il y a plein de trucs qui sont tombés devant moi. Je me suis dit, putain, mais comment j'avais pas pu voir ça, quoi. Quand je l'avais rencontré, je t'avais expliqué une fois. Moi, je vais te le dire après. Et Peter Steele aurait pu être heureux dans sa vie. Il aurait pu être encore toujours vivant, ça se trouve, s'il avait gardé son métier qu'il adorait. Parce que vous savez ce qu'il faisait avant, bien sûr. Oui, c'était Leslie Knope. Pardon. Exactement. C'était Leslie Knope, c'est-à-dire qu'il travaillait au Parks and Recreation. Exactement. Alors, plus précisément, il a commencé au début des années 80, pendant presque 14 ans. Il a travaillé pendant 12 ans au Brooklyn Heights Promenade, qui est un parc assez connu, en fait, à New York, à Brooklyn, où on voit, en fait, maintenant, ça a été refait depuis qu'il est mort, Steele, mais à l'époque, c'était juste une promenade. Maintenant, c'est un parc vert, où on voit Manhattan au loin. Ils ont tourné plein de films là-bas, tout ça. Eh bien, Peter a commencé là, en tant que nettoyeur du parc, vider les poubelles, tout ça. Et il a fini par, au fil des années, par devenir responsable de ce parc. C'est-à-dire qu'il est devenu responsable, il y a carrément, c'est dans la commémoration du parc, il y a une plaque pour lui et tout. Il y a plus que ça, il y a son arbre. Attends. Non, il est pas là. Ah, tu vois, il est au prospect. Il est au prospect. Parce qu'il on va y venir. Attends. Putain, je sens que ça va être long. Non, si on en a compté les séquoias de New York, moi, ça fait très court. Donc le Green Man, en fait, c'est le mot Green Man. Enfin, le nom Green Man vient de là parce que déjà il était habillé en vert et il a fini par être superviseur de cette promenade où il a travaillé pendant des années. Et les gens ont un super souvenir de lui parce que j'ai lu des messages dans le livre d'or de ses anciens employés et collègues. Qui appréciait fortement Peter Steele, qui se levait à 4h du matin pour aller travailler dans ce parc toute la journée, toute la matinée, où il s'occupait notamment il allait voir les SDF, il aidait les grands-mères, toutes les grands-mères le connaissaient, bonjour Peter, tu vois, il leur faisait le baisement, il allait parler aux gamins qui pleuraient sur les bancs ou aux gens qui voyaient qu'ils allaient pas bien. Il aurait évité quelques suicides, paraît-il. C'est quand même assez... Et il montrait sa bite, il dit, tu vois, la vie, elle est pas terrible pour tout le monde. Il a été apparemment... Et donc, il a travaillé là pendant des années. Et c'était les moments les plus heureux de sa vie, c'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça qu'il refusait de partir en tournée le plus possible, parce que déjà, il aimait son travail, il voulait pas quitter son travail. Il avait du mal avec il a été obligé de le faire en 94, mais il voulait pas le faire. Et au-delà de ça, c'est qu'il récupérait les animaux abandonnés, Peter. Il est devenu un espèce de héros des animaux. Il nourrissait les oiseaux, tout ça. Il a fini avec plus de 6 chats en permanence chez lui. Des chats et des chattes, mais on en parlera. Et voilà, mais plus que les femmes, c'est les animaux. Alors, tu sais très bien que c'est un grand. Quand c'est Sam qui essaie d'être sérieux et Mathieu qui raconte de la merde, c'est quand même. Ah ouais, c'est cool. Mais il avait et après on va rigoler, mais il avait un cœur d'artichaut. Tu sais, chaque fois qu'il tombe amoureux, ça finissait presque en suicide. Il a fini en tôle parce qu'il a cassé la gueule à un mec. En fait, ce mec s'est tombé amoureux. Mais plus que ça, il a l'impression d'être trahi. Ça, on va le voir dans ses chansons après, machin truc. Alors, mais c'est les animaux. Plus compliqué que ça, Sam. En fait, il avait été accusé. Mais bien sûr, mais je te fais. Mais attends, poulet, on n'en est pas là, je te fais juste un. On en est dans sa poésie. Ouais, mais je sens que Mathieu ne peut déjà plus là, donc. Pour déteindre le truc. Non, ça va aller vite. Et Peter, donc il voulait même plus partir en tournée parce qu'il voulait plus quitter ses chats. Donc à partir du moment où il y a un de ses chats qui est décédé, le premier qu'il adorait. Il a écrit 2 chansons sur son chat. Tout à fait. Mustafa Ibrahim ou pas? T'aurais voulu. Le premier, c'est Vénus. Et donc, pour la chanson Bloody Kisses, ça parle de son chat Vénus, qu'il adorait. Et il a eu de plus en plus de mal et a supporté la mort qu'il écrit. Ça, en plus, quand il écrit. Sam, non, la chanson sur Bloody Kisses. Sam, la chanson sur Bloody Kisses, c'est Bloody Kisses. Oui. Death in a Family, qui est à propos du chat de Bloody Kisses. Oui, mais sur Bloody Kisses aussi, il a modifié les paroles pour qu'on sache pas qu'il parle de son chat. Je t'assure. il a dit dans une interview. Et j'ai relu l'interview, la chanson, puis voilà. Attends, là, et donc c'était très compliqué. Il voulait plus partir, machin truc. Et donc quand il écrit tous ceux que je connais que j'aime sont morts, en fait, il parle plus de ces animaux que les personnes, à part son père, bien sûr, mais des animaux. Et ça a fini. Et c'est là, Mathieu, où je vais en finir. C'est que Peter était tellement, tu vois, à fleur de peau que le jour où il est mort, d'ailleurs le jour où il est mort, on s'en souvient, tu étais avec moi, on était au Roadburn,
C'est Rose qui nous l'a dit en pleurant. Je sais pas si tu te souviens. Tu t'en souviens pas, Mathieu? Rose, c'est qui Rose? C'était une meuf qui travaillait dans la com des groupes. Rose Vignard. Et tu t'as pas vu? Oui. Ouais. Et, Ah oui, J'ai d'accord. bien connu. Et j'ai su, on a su après de quoi il était mort, de la diverticulite suite à une septicémie, machin truc. Mais est-ce que vous savez, ça c'est la cause de la mort qui est marquée sur le papier. Et en Ouais. fait, il a été retrouvé, il avait son chat, c'est sa copine qui pensait qu'il avait la grippe, il a dit qu'il avait la grippe en fait. Et en fait, il l'a retrouvé avec son chat Tito qui est mort juste avant, quelques heures avant, et Peter Steele est mort quelques heures après. Son chat aimait Tito, le chat qu'il préférait. Donc je pense que Peter Steele est simplement mort de tristesse, monsieur. Il a eu le cœur brisé. Chagrin. Il a eu mort de chat. Et putain, tu me niques mon jeu de mots. Et ben voilà, 10 minutes pour ça. Il est mort de chagrin. D'un grain de chat. Tu m'as niqué ma vanne. Et là, il est parti, père. Ah, il s'est cassé. Ça a été De toute façon, vous m'écoutez pas. Déjà, il est donc pas je m'en allé. barre. Il est mort de chagrin, exactement. Peter Steele. C'est vrai à quel point ce mec avait le cœur sur la main. Donc quand Tito est mort, il est mort quelques heures après son chat. Voilà. Et c'est le papier qu'il avait laissé. Il n'a pas écrit de testament. Il a juste demandé à ce que ses sœurs s'occupent du reste de ses chats. Il a tous les gars à ses copains parce qu'apparemment, on en reviendra, il était extrêmement généreux. Il a offert plein de trucs aux gens autour de lui et qu'on plante un arbre à sa mort. Donc l'arbre a été planté à Brooklyn Heights, c'est un autre parc à Brooklyn qu'il adorait, où on peut voir l'arbre avec la plaque et tout. Voilà. Donc notre ami Peter est mort de chagrin. Sam. Il est à Prospect Park, pas Brooklyn. Putain, en plus je le disais tout à l'heure, l'arbre il est à Prospect Park. Tout à fait. L'arbre est à Prospect Park. Et la plaque, et il y a une plaque dans Brooklyn Heights. Mais voilà, il est mort de chagrin. Tout à fait. Qui nous permet d'ailleurs de faire une transition vers moi, ce que je pensais que tu allais me dire, PA, c'est que par plein d'aspects, Type O Négatif, c'est la matrice de la musique de Fragile. C'est-à-dire que ouais, non, j'irai pas là. Peter Steele, c'est un cœur d'artichaut, tu le dis toi-même. Oui, je l'ai dit. C'est une musique dans laquelle transpire une très grande fragilité, avec du gros son. Oui. Mais alors, allez pas me dire que par exemple toute la vague dark folk a pas écouté Type O Négatif. Parce qu'il faut y rajouter de l'humour dedans. Et ça dépendait beaucoup de son humeur. Enfin, quand il était en descente de coke et quand il était en up coke, tu vois les différences des morceaux quand ils ont été composés. Mais c'est comme Crowbar. Hein. Il a dit que Crowbar et Type O Négatif avaient des groupes qui avaient été composés par deux mecs qui avaient le cœur brisé. Ce qui est totalement vrai. Mais Carnivore aussi. C'est Sam, sois honnête. Pourquoi on a commencé à écouter Type O? Parce qu'on voulait un bisou sur le pipou. Alors, on va pas se mentir, ça vient de là quand même. Petit bisou sur le pipou. Ah oui, donc. Non, mais ça, personne veut se on a mentir. commencé pour ça. Mais après, on est resté pour autre chose, mais on a commencé pour ça. Mais là où tu disais que c'est pas l'art moyen comme d'un groupe, déjà ils vendent du sexe. Déjà, lui au moins il a un exemplaire sur lui. Il y en a qui essaient de t'en vendre, ils sont pas un échantillon. Hein. On va vite se calmer. Lui ça va, lui il a la valise, tu vois, donc il peut. Donc il y a du sexe. T'as la valise qui se déroule en 4 parties, tu vois. C'est drôle. Il arrive à tourner ces trucs de, ces histoires de la perte de son père, le fait qu'il soit lâché partout, machin truc, d'une certaine façon. Mais en effet, oui, il jouait vachement sur le côté romantico, folk, enfin romantico dark, gothique, quoi. Mais bon, sachant que le mec vient de la scène hardcore à la base, voilà, c'était travaillé, tu vois, ça a été, c'est en même d'une certaine façon où c'est digeste. Pas pour toi peut-être, tu manges pas tout, tu finis pas ton assiette, mais nous, nous on sauce, nous on sauce, nous on a le bout de pain et on sauce, tu vois. C'est exactement ça. Je finis pas mon assiette, je me régale, mais quand même à un moment, bon. Alors, l'autopsié, on est parti. Avant de parler de Type O Négative, puisque nous sommes là aussi pour parler forcément de Peter Steele, parce que les gros zouzous c'est aussi notre truc, soyons honnêtes. Un petit détour par Carnivore, d'autant plus que ne serait-ce que pour des raisons de label, parce que Roadrunner va être central dans la carrière de Type O Négative, en bien comme en mal, hein, même si lui il va dire surtout en mal. Tout ça commence avec Carnivore. Carnivore, c'est un groupe qui se fonde sur les centres. Les cendres, parce que les centres, c'est... Les centres de qui, déjà? de Roberto Baggio. Voilà. Carnivore, c'est un groupe qui se fonde sur les cendres d'un groupe de hard rock, Fallout, qui avait sorti un single qui était nommé Rock Hard. Et Peter Ratchkovsky. Petrus. Peter Steele, appelons-le, c'est plus simple. Et ses petits copains donc fondent un groupe de, on va dire, hardcore typiquement brooklynien, avec quand même de fortes influences métal, un peu trash. Il y a du trash, il y a du Judas Priest, il y a du punk, Sabbath, évidemment. Quand même, du punk passe là-dedans.
Oui, il y a du punk. Oui, ça, c'est le côté hardcore punk, quoi. C'est l'époque où il fréquente. Alors, il sort de la scène hardcore parce qu'au début, il était vraiment dans la scène hardcore. Il avait le crâne rasé, hein. Peter était avec. Le bandana, il y avait il traînait avec Flanagan, avec Agnostic Front, machin. Et après, quand il monte Carnivore, par contre, je sais pas ce qu'il prend, il se laisse pousser les cheveux et il se met de la fourrure, des pics. Je sais pas si t'as vu les lives, hein. Il ressemble à comment il s'appelle, à Roy James Dio dans le clip, de Holy Diver. Tu vois, ils ont vraiment la fourrure avec. Voilà, c'est ridicule. Là, c'est vraiment. Et après, ils ont arrêté ce truc-là sur scène, mais au début, ça a commencé comme ça. Il ressemble vraiment à Johnny au début de sa carrière quand il avait la fourrure. Tu vois, c'est. Il y a un peu de ça. Et là, il passe à la basse parce qu'avant, il était à la guitare, notre ami Peter. Figure-toi dans ses groupes d'avant. Ah oui. Dans Carnivore, il est déjà à la basse. Hein. Non, pas dans le Carnivore. Je parle de son groupe d'avant, les groupes d'avant. Dans Fallout. C'est comme ça qu'il a commencé la basse, c'est qu'on le vire, on le menace de le virer parce qu'il joue trop mal et donc il est passé à la basse parce qu'il était gaucher. Avec ses gros doigts. Il jouait la guitare main gauche et malheureusement la basse pour gaucher coûtait trop cher, donc il s'est mis à jouer de la basse main droite. Voilà pour l'histoire. Putain, ok, je sens que vous allez technique, j'aime ça. Alors Carnivore, du coup, le groupe, même s'il n'a pas un succès phénoménal, a son succès d'estime et est signé très vite chez Roadrunner, qui donc à ce moment-là, on est en 85 au moment de la signature, est un label qui se lance. Ce n'est pas le Roadrunner qu'on connaît. Puisque Roadrunner fait quand même son marché, notamment avec le néo-metal, donc ça arrive plus tard. Ils vont enregistrer leurs albums à Brighton, en Angleterre, Brighton Beach, et donc font ces 2 albums sur lesquels, bon, on va peut-être passer très rapidement vu tout ce qu'on va dire après, mais c'est à la fois pareil et pas pareil. Hein, je trouve que le deuxième a déjà plus d'éléments. C'est du bruit de pommes. Oui, mais la production n'a rien à voir, en plus. Ouais, mais dans lequel on va retrouver quelque chose qui va être constitutif de Type O Négatif, c'est cette espèce d'humour noir, presque de troll avant l'heure, je crois qu'on peut dire ça, qui les fait aller sur des terrains qui forcément vont choquer, alors qu'il suffit littéralement d'écouter ou de lire pour savoir qu'on est sur du millième degré. Donc il y a des titres, et d'ailleurs ça en est très étrange, si tu vas sur Spotify, dans Carnivore, les morceaux sont pas énormément écoutés, sauf Male Supremacy, qui tape dans les plusieurs millions d'écoutes. Donc tu sens vraiment qu'encore aujourd'hui, tu dois avoir des mecs qui font de la muscu en se regardant à poil dans la glace, en se disant « je suis un suprémaciste grâce à cette chanson ». Alors qu'évidemment, c'est surtout tout le contraire qu'il essaye. Enfin, c'est vraiment de l'ironie qui essaie de mettre. C'est tout le contraire. Alors c'est tout le contraire, mais c'est quand même un mec qui entretient son apparence énormément. Alors bien évidemment au moment de Type O Négative. Oui. Mais alors sur le côté effectivement masculiniste. Oui, bien sûr, il y a pas de débat. Mais il le dit en interview parce que j'ai pris cette citation parce que je pense qu'elle va vous plaire. Il dit qu'il n'y a rien de pire que de voir 4 mecs gros et hors de forme sur scène essayant d'être attractifs. C'est pour ça que je m'entretiens. Oui, puis il n'y a pas que ça, c'est qu'au début de sa carrière, celui dans le parc, il allait couper les arbres, il allait déplacer les bancs, il soulevait toutes les poubelles, ça l'a quand même... voilà, c'était un travail physique. Ouais. Et il est parti en tournée avec sa... Parce qu'il travaillait dans la nature. Oui. Et il partait en tournée avec Type O. Bon, bref, je vais un peu trop vite, mais il partait avec tournée en Type O avec ses haltères et tout ça. Enfin, le mec, son but, c'était pouvoir s'entraîner. Et il demandait, alors ça n'a pas été toujours le cas, mais il demandait à chaque fois un day off entre chaque concert pour pouvoir se reposer tranquillement, avoir son petit lit pépouze et faire de la muscu, quoi. Oui, c'est vrai qu'il était très casanier, mais ça venait aussi de ses horaires suivis pendant des années, à se lever à 4h du matin. C'est pour ça que les tournées, il suivait pas trop, quoi. Et puis, il avait une telle volonté de faire chier Roadrunner qui cherchait aussi les moyens de leur casser les couilles, quoi, clairement. Ouais, mais ça s'est bien passé à la fin, même malgré ce qu'on dit. Le Roadrunner l'a dit, même s'ils ont eu des animosités, de toute façon, Peter Steele, je connais pas grand monde avec qui il a eu de l'animosité parce que tout le monde le trouvait absolument sympathique et il est très courtois. Et même quand ça s'est mal passé avec Roadrunner, qu'il en a voulu pour plein de choses, il a fait bien apparemment le départ. Enfin, il a fait proprement, on va dire. Ouais, bon, il est allé en tout cas au bout de son contrat. Voilà, Carnivore de 2 albums sur lesquels tu vas retrouver des orgasmes féminins, on va en parler, ça beaucoup, un discours d'Hitler, des bruits de vomi, un entrée plat dessert, quoi, c'est la tabac oignon, c'est complet. Son bruit de vomi où il a fait exprès de boire du Jack en bouffant une pizza et en s'enregistrant en gerbant. C'est ça. Et qui est donc d'ailleurs l'intro en fait de Angry Neurotic Catholic qui permet un petit peu de mettre de la distance là où les gens se sont excités pour rien. Donc première manifestation de haine face à la musique de Peter Steele déjà à ce moment-là. Hein. Il y a déjà des embrouilles. Mais c'est pas encore le vrai Peter. C'est pas le Peter Steele crooner, quoi. C'est pas le Peter Steele qui. Non. On n'est pas sur l'orgasme, quoi. On n'est pas sur du. Est-ce qu'on peut
tomber d'accord sur le fait de dire que Carnivore c'est un groupe plus important qu'un groupe excellent. Oui, Et complètement. voilà. Complètement, la reformation, on s'en est aperçu d'ailleurs lors de la reformation qu'ils avaient fait. Les titres, la plupart en plus, il était vraiment bourré, il chantait vraiment faux sur la tournée, enfin sur les dates qu'il a fait. Ils ont fait pas mal de reprises, ils ont repris des Beatles et Cream d'ailleurs. Ils faisaient pas mal de reprises, c'était vraiment pété sur scène en plus avec Carnivore, donc c'est vrai que c'était pas ça a été reformé pour le pognon, Carnivore après, donc il a pas refait ça par passion. Mais là où Carnivore fait un lien avec Type O Négatif, c'est évidemment le premier album de Type O, Slow, Deep and Hard. Bravo pour le nom de l'album, qui sort en 91 et qui est un album en grande majorité composé au départ pour Carnivore, un groupe dans lequel il n'y a que Peter Steele qui fait la transition en fait dans Type O. Type O se crée pas forcément l'initiative de Peter Steele, il est évidemment très important, mais c'est notamment Sal Abluscato, qui est un ami et batteur, qui vient lui proposer un nouveau groupe. Il l'aura toujours dit, c'est tous les musiciens de Type O Négative ont une grande admiration pour Peter Steele, et il a dit vraiment, mon but c'était de jouer avec ce gars. Il est allé taper à la porte, le père de Peter Steele est ouvert, est-ce que votre fils est là? Oui, il glande sur le canapé. Ça te dit de faire un groupe ensemble? Peter Steele qui lui dit ouais, mais alors par contre moi je fais un truc un peu goth avec des synthés. L'autre c'était pas du tout son projet, mais ce qu'il voulait c'était absolument jouer avec Peter Steele. Ouais d'accord, goth avec des synthés, pas de problème, on va faire ça. Il crée donc Répulsion qui devient Sub-Zero et qui devient Type O Négative. Parce qu'il avait déjà le tatouage avec le 0 et le moins dedans, donc il fallait bien qu'il trouve un moyen. Et Sub-Zero c'était déjà utilisé. C'est ça. Et puis bon, il aimerait bien raconter plein de fausses raisons pour lesquelles ils sont appelés Sub-Zero, disant que c'est un groupe sanguin qui l'a fait marrer après retrouver une pub dans l'annuaire. Enfin, il y a plein de. Alors par contre, c'est vrai parce que sa grande passion c'était pendant 1 heure de s'asseoir sur les bancs de son parc et de lire les annuaires. Et il lisait les petites annonces des annuaires, il allait récupérer les trucs, il les refilait à des gens du parc. Donc il a trouvé ça vraiment dans l'annuaire, parce qu'il cherchait quelqu'un. Il y avait une fortune qui était pour trouver des gens du temps du type sanguin au négatif. D'accord. On est d'accord que si ce type-là avait pas une grosse bite, on lui chierait la gueule d'un titre. Non, parce que j'aime bien j'aime le personnage et la musique, donc. Très bien. Premier album du groupe sort la même année que Gothic de Paradise Lost et on lance ces deux-là, on va dire, lance un petit peu ce qui va être plus qu'une mode, qui est un vrai courant, donc le gothic metal. Ce qu'on appelle une convergence évolutive. On va voir. Voilà, il y a 2 endroits différents dans le monde, ça sort en même temps. Comme quand une abeille encule un frelon, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Slow, Deep and Hard avant de se lancer sur la pochette? Parce que quelqu'un veut se lancer sur la pochette tout de suite, évidemment, n'hésitez pas, les pochettes de Type O qui sont à la fois vertes et à la fois magiques. Déjà que l'album au départ s'appelle No More Negative. Oui. Lié à l'humour autobiographique de Peter Steele, puisque ça parle d'une de ses relations, comme le font quasiment tous ses albums. Puisque c'est lui, littéralement, qui est en train d'avoir une relation sexuelle sur la photo, quoi. La pochette, c'est donc un gros plan de l'endroit du point d'impact, en fait, entre une verge et un pilou-pilou. Donc, je pense que si tu le sais pas, tu le vois difficilement. Une fois que tu le sais, tu ne vois que ça. Et en effet, c'est ce bon Peter Steele qui est en train de forger. Voilà. Alors tu disais clavier gothique et tout, mais il a monté, c'est parti musicalement plus en mix de Black Sabbath et des Beatles. On est vraiment entre les deux, tu vois. Sur le... Oui, il y a complètement de ça. C'est deux influences importantes, revendiquées et évidentes, mais les ambiances sont gothiques. Et la vent, Roadrunner, parce que eux se sont toujours un peu départis du côté gothique en disant nous, on est plus. Tout ça, c'est de la musique de drogué, en fait, tout ça, etc. Mais Roadrunner les a complètement vendus comme ça, parce que Roadrunner va obtenir, on en parlera plus tard, son premier disque d'or avec Type O, et c'était un groupe qui a complètement lancé la firme, on dit souvent la firme de Monte Croner, firme hollandaise, pays absolument dégueulasse s'il en est, mais nous en avons déjà parlé. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet album? Il y a encore des femmes qui jouissent. Moi, à ce moment-là, j'en ai déjà ras le cul. Parce que ça m'excite déjà. Et parce que j'ai en tête l'image du zouzou de Peter Steele. Et ça me terrifie. Donc, les femmes qui jouissent, j'en ai plein le cul. Et après, le truc parle du cul, de la mort et avec plein de provoques. Oui, du fait d'avoir, comme d'habitude, d'avoir trompé par une gonzesse, commettre le suicide, machin truc. Il est très théâtré, il est très théâtral aussi dans certains trucs. Je crois qu'il y a des fausses ambiances aussi. C'est après aussi sur Origin of the Fist, il rajoute aussi ils font un faux live, il y a tout un truc. Il y a un truc assez comique dedans. Parce qu'il essaye justement de dédramatiser le truc, je pense. Donc, voilà. Alors, il y a un truc qui est important aussi, parce que ça forme une des...
un des traits de la personnalité de Peter Steele, c'est sur la chanson Der Untermensch, qui veut dire ce que ça veut dire, puisque c'est la chanson un peu... soucis, il y a eu des problèmes, il en a eu, puisque ça parle vraiment de sa critique, des gens qui abusent un peu du système de protection américain. On sait que Peter Steele était, comme tu l'as dit, il se levait très tôt le matin quand il était travailleur, et son père aussi. Voilà, travailleur. Il a toujours dit, je me levais tôt pour bosser, je payais mes impôts, j'étais pas un lazy bastard, comme il disait. Et il dit qu'il déteste les feignants et qu'il dit si tu veux pas te bosser, il n'y a pas de problème. Par contre, ne profite pas des aides. Donc voilà, c'était vraiment un pur travailliste. Et Der Untermensch est sur ce thème-là dès le premier album, quoi. Un pur travailliste, très précisément un libertarien. C'est un courant aux États-Unis qu'on trouve souvent, avec donc ce côté, en effet, l'État ne doit s'occuper de rien nous concernant, ni en bien ni en mal. L'État doit nous foutre la paix, mais du coup, on doit rien demander à l'État non plus. Voilà, c'était son avis, un avis qui se répand d'ailleurs aussi en France, un avis qui est globalement assez lamentable, mais chacun on vit pas aux States. Mais on vit pas aux States, heureusement, sinon ça fait longtemps que j'aurais gazé ce pays. Alors, que dire sur... Alors c'est un album avec plein de trolls, jusque dans les titres, il y a plein de trucs, des fois c'est très rigolo quand tu mets des dance mix à côté d'un titre alors que ça n'a rien à voir. Ils sont très longs en plus, les titres exprès. C'est ça, il a une reprise de Zile d'Ardor, Glass Walls of Limbo, avec des bruits de chaîne à la con et les chants grégoriens. C'est parfois insupportable, c'est souvent assez génial. Maintenant c'est un album, si on met en perspective dans toute la carrière du groupe, qui est quand même assez mineur, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Disons qu'il commence par un titre qui est quand même, moi je trouve, qui définit déjà le son de Type O Negative. Unsuccessfully Coping with the Natural Beauty of Infidelity, c'est les thèmes qui vont être abordés dans Type O Negative. C'est typiquement déjà le mix parfait entre, enfin parfait en tout cas, avec le doom de sa basse et le côté très pop des Beatles. Effectivement, après ça part un peu dans le n'importe quoi, mais voilà, ce titre-là, renommé par la suite I Know You're Fucking Someone Else, puisque c'est comme ça que parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est ce qui s'est passé, exactement. Je cherchais la tourne de phrase, mais c'est exactement ça. Et moi, je me souviens de concerts où je me suis marré comme un porc à gueuler ce truc-là, I Know You're Fucking Someone Else, en dansant, en chantant. C'était, voilà, ça fait partie de mes souvenirs d'ado. C'était très drôle. Voilà, on s'en fout, mais ça me fait marrer. Et donc tout ça pour dire que ce titre, effectivement, si l'album est assez mineur, pour autant, ce titre-là définit complètement le son de Type O Negative pour les albums à venir. Ouais. Complètement. Le groupe obtient son petit succès et son lot de polémiques. Ça vient, l'humour noir du groupe ne plaît pas à tout le monde, c'est pas en même temps hyper subtil. Donc déjà des concerts et des dates annulées à cause de sexisme ou de nazisme, voilà qu'on l'accuse. Chose à laquelle Peter Steele répondra par un raciste, moi pas du tout, j'ai longtemps vécu en Cochinchine. Façon littéralement, voilà, il a toujours tourné ça vraiment en dérision. Et on retrouvera, c'est en ça aussi qu'on va retrouver les fragilités de Peter Steele, c'est qu'il aura toujours besoin de répondre aux détracteurs, il prendra jamais de hauteur par rapport à ça. Parce que ça le touchait, alors déjà qu'on pense faire raciste ça, après qu'on a pensé que le truc de je suis plus connu qu'Hitler en Allemagne, on y reviendra tout à l'heure, mais ça l'a fait chier. Du coup, ça a mis un point d'orgue parce qu'il voulait plus du tout tourner en Europe. Déjà, il voulait pas à la base. Et là, il s'est dit non mais je vais me faire lyncher, ils comprennent pas. Mais oui, il a et puis c'est une référence aux Beatles. Mais complètement. Mais même si après il se justifie dans les chansons après, parce qu'il faisait des chansons pour rebondir là-dessus. Mais en effet, souvent ça passait pas. Après Origin of the Feces, quand il monte son anus, on aura tout. En même temps, c'est un troll absolu. On l'a vu devant, on voit derrière. C'est un troll absolu, et il a toujours une mise au point dans ses albums. On m'a accusé de ça. Bougez pas, je reviens dessus. C'est plutôt marrant. Il était très très drôle en plus. Il avait un humour vraiment très drôle. En plus, il y avait un truc d'autodérision tout le temps, tu vois. Donc, il comprenait pas qu'on comprenne pas que c'était lui. Il se foutait de sa propre gueule. Parce qu'il a dit, c'est pareil sur ses chansons sur les chats. Il disait entendre un mec de 2m3, 115 kilos qui chiale à propos de son chat. Personne n'a envie d'entendre ça. Donc du coup, il était obligé de le tourner d'une autre façon. Mais c'est vrai, il a pas de tort dans l'absolu, quoi, tu vois. Mais il dit, mais à la base, j'ai écrit ces chansons-là parce que j'étais triste pour mon chat, mais ça fait marrer tout le monde. Donc je veux pas, tu vois, c'est... Alors que quand Freddie Mercury le fait, c'est magnifique. C'est raciste, surtout. et raciste. Mais c'était des purs sang arabes, c'est aussi, voilà. Mais là où Mathieu n'a pas tort, c'est qu'effectivement, ça révèle sa fragilité. De toute façon, c'était quelqu'un de très fragile, fragile par rapport à ce qu'il était, par rapport à ses sentiments, par rapport à sa manière d'aborder les filles. Et voilà, il s'est mis, d'ailleurs, à sa manière d'être sur scène. Il détestait être sur scène. Et jusqu'au bout, il a picolé sa bouteille de vin pour compenser le fait d'être sur scène. Voilà.
Et presque toutes ses copines l'ont trompé. Et je pense que c'est parce que le mec devait tomber amoureux tout de suite. Ça lui vite. C'est ça. Je t'aime au bout de 2 minutes parce qu'elle lui a fait une pipe et c'est fini. Voilà, j'en connais des comme ça, quoi. Donc, oui. On est passé les par là. Les qui sortent des loges et tout. Mais c'est quoi ce connard là? Je viens pour le sucer, il me demande en mariage. C'est une blague ou quoi? Mais faut pas oublier que le mec, tous les jours, il regardait le lever de soleil sur Brooklyn, il regardait les feuilles, il enregistrait les oiseaux qui chantaient, il allait soigner les animaux. Non mais, voilà, pour mettre aussi dans le... Tu vois, c'est pour ça que je vous ai présenté ça au début, c'est qu'il faut comprendre le mec, quoi, tu vois. Lui, il parle de son pipou comme un pipou, c'est juste que le pipou, il fait 45 cm, mais sinon, c'est un petit pipou pour lui, tu vois. Et juste après, il fait un album qui est sur l'envie de tuer sa petite amie, de se suicider. Voilà, c'est Peter Steele, quoi. Parce que Slow Deep and Hard, c'est ça, c'est sur l'envie de tuer sa petite amie, de se suicider, quoi. C'est exceptionnel. Ce qu'il a essayé de faire aussi à chaque fois. C'est ça. Oui. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, à chaque fois, il dit au mec, mais tu crois vraiment que je fais semblant? Puis il monte son poignet, où il s'est déjà coupé. Alors, voilà. Non, alors, ça, il a fait. Après, c'est peut-être la légende, mais. Ce qui est un move de lycéen, quand même. Non, alors, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé une fois, et j'ai eu pendant des années, j'ai cru qu'il était mort d'une overdose d'héroïne, et je pensais qu'il prenait de l'héroïne, parce que quand je l'ai vu, après un festoche, faire une interview pour un autre magazine à côté de moi, pas loin de moi, il se grattait les bras, il avait des coupures partout sur les bras. Mais tu sais, il y avait du sang, quoi, ça se voyait que c'était des grands trucs. Et dans l'interview, il disait, il vous arrivait quoi? Et puis en rigolant, il disait, non, mais ça c'est quand je fais des câlins à mes chats et tout. Et moi, avec le recul, je faisais une blague, c'est de l'héros, quoi, tu sais. Parce que je ne savais pas en fait que le mec il avait 6 chats chez lui et qu'il en faisait vraiment des câlins. Et c'était vraiment littéralement des griffes de chat quoi qu'il avait. Et pendant des années, je me suis fait avoir, j'ai cru qu'il prenait l'héros quoi. En fait pas du tout. En fait il est mort éventré par ses chats dans un jeu qui a mal tourné quoi. Donc même là-dessus, même il jouait même avec ça si tu veux. Bon on parle un peu de l'origine du caca. Oui, si tu veux, belle pochette. Tout le monde connaît le tableau l'origine du monde de Vinci, on s'en fout. C'est bon, je plaisante, ça va. Personne n'a entendu. Je recommence. L'origine du monde de Vinci, si. Voilà. Le parking, les parkings. J'ai mon pass d'abonnement, t'inquiète. Et donc cet album d'origine Faces, avec donc une photo en gros plan du popotin, du cucu, de l'anu du Peter Steele. Voilà, est un album. C'est un faux live. Il est vendu comme un faux live. En réponse justement. Voilà. Ouais. Ce qui est d'une fragilité absolue de savoir qu'il y a un concert qui a été annulé et que du coup, on va faire un faux live et puis on va mettre des gens qui nous insultent. Alors, c'est un truc qu'ils faisaient après dans les concerts. Toi, tu les as jamais vus, mais en concert, entre les chansons et à la fin, ils mettaient des faux applaudissements, des fausses huées et tout. Ça se pissait dessus. À la fin du live, ils mettaient des faux applaudissements, mais géants, tu vois. C'était à se pisser. C'est génial. Oui. Bon, moi, ça m'a toujours fait marrer. Toi, le problème, c'est que tu découvres ça avec le recul et tout, en ayant grandi. Voilà. Entre gros guillemets, grandi, on va pas se mentir. Mais nous, franchement, moi, dès le départ, et aujourd'hui encore, ça me fait marrer. Juste entendre des mecs qui les insultent et qui trouvent ça drôle parce que c'est avant tout du second degré. Oui, non, mais c'est marrant. C'est pas super condamnable, quoi. Et pour relativiser, parce que c'est à cette période-là, parce qu'après, il y a Body Kisses, mais c'est sur ces deux albums-là, qu'il écrivait quand même aussi des chansons assez dures, et beaucoup plus dures, notamment sur les quartiers, sur Ice et tout, et qu'il pouvait pas les foutre dans ses groupes à lui, donc il les refilait aux autres. Donc il a écrit des chansons pour Agnostic Front à cette période-là. Apparemment pour Biohazard il aurait signé les titres mais ça n'a jamais été confirmé, mais Van Senfield j'ai vu que c'est un de ses potes après qu'il est invité dans de la série Oz, on en parlera après, mais pour Agnostic il a écrit des titres et pour la scène hardcore, donc des trucs qu'il pouvait pas utiliser lui, tu vois, donc il y avait vraiment le côté troll, des chansons sur ses chats, il y avait vraiment des côtés troll dans Typo qui était plus un exutoire qu'autre chose. Déjà c'était un exutoire pour le fait de s'être fait tromper ou lâcher, et voilà, et ce côté comique qu'il avait qu'il pouvait pas foutre dans d'autres chansons. Mais il a fait les chansons il a écrit les chansons pour Agnostic. Agnostic Front, et la scène hardcore en général de New York, qu'il adore. Harley Flanagan en a parlé souvent et tout. Il le connaissait bien. La célèbre chanson de Chromax écrite par Peter Steele qui fait Mustapha Ibrahim. Il est con celui-là. Bon, là-dessus, il y a la reprise de Edge. La reprise de Paranoid aussi. Paranoid. Oui. Paranoid. Sur la deuxième version, pas sur la toute première sortie, mais sur le reissue de l'album, il y a effectivement la reprise de Paranoid, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'album en général? La reprise, on fera peut-être en dernier, parce que déjà, elle est à part et puis elle est merveilleuse. Mais donc, l'album, il y a des passages ultra doom,
Vraiment, il y a des trucs très hardcore, il y a déjà des gros moments goth dansant, machin. Il a toujours il a une voix où il crie un peu plus, quoi. Il a la voix plus éraillée, pas plus éraillée, mais il est plus vindicatif qu'après où il va devenir vraiment, il va susurrer dans ton oreille, quoi. Tu vois, c'est. Crooner. Il y avait encore ce chant un peu pas agressif à la carnivore, mais plus vindicatif comme les panneaux, quoi. Gros changement par contre, là l'album parle de trahison, de cul, de mort avec des femmes qui jouissent. Là il y a vraiment un switch complet. et techniquement de chat, mais on le sait pas encore. et en sous-texte de chats qui jouissent, mais ça voilà. Bon, Hey Peter, la reprise de Hey Joe, bon, et Pete, rigolo. Ouais. Rigolo. Mais ça va avec la musique, c'est plus dans les paroles que le morceau lui-même. Ça parle d'un mec qui va buter sa femme parce qu'il a trompé. C'est les paroles qu'il aurait pu écrire, quoi. Ah bah ouais, mec. Mais bien sûr. Ouais. Et à la fin, donc, il y a une chanson qui parle de dépression et qui s'appelle Paranoïde, un truc comme ça, qui est absolument démente, on peut le dire comme ça. Ouais, enregistré à la base pour une compilation. Hein. C'était pour Nativity in Black, qui a été finalement par la suite inclus dans l'album, quoi. Ça leur est arrivé de faire des jams Black Sabbath sous tour. Apparemment, ils faisaient des medley en répète et tout. Oui, d'ailleurs, on va retrouver parce que les mecs, on parle que de Peter Steele depuis tout à l'heure, mais c'est pas que lui le groupe. Mais bon, après, ça va se former un peu plus. Mais oui, il y a aussi la guitare qui va jouer un grand rôle là-dedans. Parce que lui était fan de Sabbath absolu aussi, notre ami guitariste. Kenny Hickey. Ouais. Et d'ailleurs, il y a aussi ce qui est assez drôle aussi, c'est parce que l'album il est dit qu'en fait leur impresario, un impresario de cirque, P.T. Barnum, est crédité comme un coproducteur de l'album, alors que le mec était mort depuis 100 ans déjà. Donc, oui, mais voilà, c'est pareil, oui. Oui, c'est du troll tout le temps, quoi. Bon, moi, sur cette reprise, je vais quand même dire que elle est ultra ralentie, elle fonctionne super bien, et il y a le riff d'Iron Man qui est balancé un peu au milieu, et vraiment, c'est une super reprise, c'est une des meilleures reprises de Sabbath que vous pouvez écouter. Vraiment cool. Mais tout ça nous rendra pas l'Alsace et la Lorraine, et nous amène à Bloody Kisses, du coup, l'album qui suit Bloody Kisses, qui est l'album, le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de Typo, qui s'ouvre avec une femme qui jouit. Voilà. Alors attends, c'est pas n'importe quelle femme, Mathieu, c'est pas n'importe quelle femme. Ah, est-ce que tu le sais? Une femme qui jouit, pas n'importe laquelle. Et tu sais qui jouit? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Alors, si tu me dis que c'est ma mère, c'est super drôle, mais c'est ma mère. Non, et voilà, c'est ta mère. Non, c'est en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est donc l'ex-copine de Josh Silver, donc, voilà, qui fait ce truc-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que il pensait un peu l'emmerder avec ça, et finalement, c'est elle qui l'a emmerdé, puisqu'elle a trompé également aussi Josh Silver. Donc voilà, mais en tout cas c'est bien. Il s'est retrouvé finalement avec la voix de son ex dessus. Donc il était persuadé de l'emmerder avec ça, et en fait pas du tout. Ça s'est retourné contre lui. Mais c'est bien la voix de sa femme, enfin, de son ex, pardon. Donc on est pile à ce moment. Ben d'ailleurs c'est là où ça explose et qu'il doit arrêter après son taf. 194 qu'il arrête, mais là on a 93. Et comme tu dis, là les paroles, c'est voilà, c'est si on est sur l'émotion, on est sur du cul, de la trahison, de la mort. Voilà. Et des femmes qui jouissent. Il faut savoir que quand ça sort, donc entre 93, on est là dans une période en matière de gothique. Au cinéma, il y a eu le Dracula de Coppola. Ça a suivi après avec Entretien avec un vampire. Littéralement, le monde est en chemise à jabot à ce moment-là. D'ailleurs, Roadrunner joue à mort sur le côté gothique. On peut trouver des photos de Peter Steele habillé comme un goth. Même si le groupe essaie de se départir de ça, tout le monde est à fond, et l'album va cartonner. Ça va devenir le premier disque d'or de Roadrunner, et il va cartonner. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a dans cet album des chansons littéralement exceptionnelles. Black Number One, Christian Woman, Black Number One. Alors We Hate Everyone et Kill All White People, c'était forcément une réponse au truc qu'on leur faisait avant. Mais oui, Christian Woman, ça tourne en boucle, le clip, mais en boucle. Alors ils ont fait un radio edit aussi de ce morceau-là. On entend les oiseaux que Peter Steele y a sur l'album a enregistré au parc. Voilà. Alors en parlant du parc justement, parce que Sam, tu le disais à un moment donné, il faut savoir que Black Number One a été écrite alors qu'il conduisait un camion poubelle dans le parc. Donc, et qu'il a enregistré les bruits du camion poubelle sur les morceaux. On entend le bruit du camion poubelle.
Quelle histoire. Ouais. Bon, alors Black Number One, c'est à propos d'une meuf, hein, bien sûr. C'est celle-là. Ah oui, c'est surprenant. Et là, c'est celle-là la chanson sur les meufs. Et là où je te dis, là où je te dis, où Bloody Kisses, Death in the Family, c'est marqué dedans. Hein. C'est sur son chat. Ça parle de son chat. Et c'est là, il a dit, personne ne voulait entendre parler un grand mec pleurer à propos de son chat, donc il a caché les paroles là-dedans. Mais c'est purement sur son chat Vénus. C'est la chanson qui fait Mustafa Ibrahim. Mais il y a des morceaux incroyables là-dessus. Et puis, oui, rien que l'anciennement Christian Woman, Black Number One, ça suffisait à ce que le groupe explose. T'imagines des chansons comme ça. Et du coup, explose jusqu'à exploser notre ami Sal, hein, qui va se faire dégager. Oui, alors juste après la sortie de l'album, ouais. Mais ce qui est assez fun, c'est que on n'a pas dit comment on avait découvert Type O Negative, parce que Mathieu, on sait que c'était hier, mais pour Sam et moi, ça remonte à un petit moment. Kids, ouais. Voilà, 48 c'est ça. Ouais. Donc voilà, moi j'ai découvert cet album j'ai découvert le groupe avec cet album-là. Forcément, la première fois que au-delà du fait que je voulais un bisou sur le pipou, voilà, c'est Black Number One qui m'a complètement retourné le cerveau. Et puis cette pochette, parce que aujourd'hui on la trouve un peu cringe. Et d'ailleurs, faut savoir que les musiciens ne l'aimaient pas. Hein. 3 des membres originaux du groupe n'aimaient pas du tout cette pochette. Il faut venir là-dessus aussi. Ouais, il faut venir là-dessus, mais moi, elle a marqué forcément mon adolescence. Tu vois 2 filles, dont notamment, c'est assez drôle parce qu'il y en a une qui est blonde dessus. Donc Peter Steele disait que c'était absolument ridicule. Il y avait qu'un débile pour montrer 2 gothiques et une blonde. Dont une blonde justement, et moi j'arborais fièrement, et malheureusement je l'ai revendu, mais la version limitée du Digipack de l'époque, puisque en fait ce sont deux joues de femmes qui se touchent sur la pochette, alors que sur la version limitée de l'album c'était 2 femmes qui s'embrassent, elles s'embrassaient carrément, qui se roulaient une bonne grosse pelle. Donc voilà. Et le Monty l'a dit, notre ami ce con qui s'occupait de Monty Connor. Monty Connor disait que c'était très dur de sortir cet album-là parce que Peter repoussait tout le temps le truc parce qu'il choisissait, il était obsédé par la couleur verte, obsédé d'avoir le vert parfait. Et le vert parfait, donc il passait des heures, des nuits entières à chercher le vert et il lui cassait vraiment les couilles. Hein. Il voulait le vert exact qu'il avait sur les bancs. qu'il avait repeint lui-même de l'avenue où il bossait chez Brooklyn Heights. Non mais voilà, faut que tu fasses des trucs. Et donc Monty Connor a dit que déjà, après il y a eu un problème énorme pour le faire tourner parce qu'il voulait pas tourner. Il voulait pas sortir des États-Unis en plus. Il voulait pas quitter son travail. Il lui cassait les couilles surtout. Il était très perfectionniste sur les sons, sur la couleur, sur les pochettes. Mais vraiment, c'était très très dur de sortir l'album. Apparemment, c'était vraiment assez compliqué, avec plein de petits messages que tu trouves d'ailleurs sur Bloody Kisses sur la pochette. Donc ouais c'est. Est-ce que tu connais l'hommage qu'ils ont fait à Monty Connor sur une des chansons de l'album? Non, moi je sais pas. Alors c'est assez génial parce que sur Can't Lose You, à la fin on peut entendre un message caché qui dit Everybody smokes pot, Monty Connor sucks a cock. Voilà, donc pour ceux qui parlent pas en anglais, c'est tout le monde fume de la bœuf, mais Monty Connor suce des bites. Voilà, donc. Alors là, il s'est fait un peu plus chier pour les paroles, parce qu'apparemment l'album d'avant, faut savoir que Slow, mon cul sur la commode et je t'encule profond, il a composé les paroles en une soirée. Hein. Voilà, il avait tout écrit en une soirée à la va-vite, machin. Là, ça a été un plus long processus, mais donc voilà, parce qu'il il en avait plein le cul. Comme tu dis, ça va te faire. Je donne du grain à moudre à Mathieu. Vu qu'il lisait tout, il avait beaucoup de temps pour lire sur son petit banc entre les deux, entre 3 meufs qui le suçaient. Il était très. C'est rare hein, qu'un mec le dise en plus. Il était très. Il était agacé par les critiques négatives. Il lisait les critiques et quand on parlait mal du groupe, ça le faisait péter un câble. Là, c'est un petit chat. Un petit chat. Voilà. Mais bon, Bloody Kisses, énorme succès. Et bon, tu me disais comment on a connu. Et ben moi, si je te dis, mon pauvre, c'est vas-y, mon frère, vas-y. à l'époque, mon frère c'était un fan de films d'arts martiaux à la con et il était allé voir Mortal Kombat. Il avait acheté la BO à la Fnac et sur la BO, il y a un morceau de Type O Negative de Bloody Kisses. Qui était utilisé dans le film. Pas de ça, tu vois. Dans le film, ouais. Mais je crois que personne s'en souvient, mais je peux te dire que je préfère oublier. Hein. Et donc dans le film, ils utilisent le morceau, c'est Blood and Fire, qui a été édité. Alors c'est drôle parce que est-ce que tu sais que à part Peter Steele, les 3 autres membres du groupe détestaient cette chanson. Black and Fire d'ailleurs, qui avait justement dit que, enfin je le cite, bon c'est pas grand chose, mais that fucking song is horrible. Donc vraiment il disait que c'était une des pires chansons de Type O Negative. Et voilà. Et Silver et Rose Cato étaient d'accord.
Voilà. Je Ça pense finit dans que un film avec voilà, Christophe Lambert. Voilà, c'est tout. Ouais, Il y a rien de mieux pour le décrire. Quoi. Eh ouais. Bon, ce qu'on peut quand même dire sur cet album, c'est que C'est qu'il est bien. tous les potards qualitatifs sont poussés au maximum. C'est-à-dire qu'en matière de recherche mélodique, des paroles, des riffs, des constructions de morceaux, sur sur une bonne moitié de l'album, s'il y a des choses, moi je trouve un peu moins bien, mais bon, dans l'ensemble c'est génial. On touche le divin, pas loin. Ouais, Enfin, il y a une super reprise de Susan Croft qui étaient deux mecs dans les années 70 assez hippie. Mais Summer Breeze, c'est une reprise de Susan Croft. Si vous connaissez pas Susan Croft, allez voir, ils ont un morceau qui est absolument merveilleux. Et ça prouve aussi que le mec écoutait pas mal de musique parce que c'est vraiment un truc très été léger, Summer Breeze, qui a été utilisé sur la BO du film Souviens-toi l'été dernier. Putain, ils choisissaient pas vraiment les films, les mecs. Franchement, mais ouais, très très bonne reprise. C'était une période, on va dire. C'était une période de la vie du cinéma à la fin des années 90. C'est important de s'en rappeler. Ouais. De tout début des effets numériques, tout ça. Enfin, ça va nous amener à Vidoc, mais venons pas jusque là. mais pour le coup, on parle que de Peter depuis tout à l'heure, mais Christian Woman. Plus que pour moi Black and White, j'aime vraiment beaucoup ce morceau, surtout les relances. C'était voilà, je trouve qu'il a apporté un vrai truc après quand il la chante en live plus tard. Et les parties de gratte sont mortelles. Oui, c'est un album absolument formidable, je te dis, en tout point. D'ailleurs, moi, j'ai pas dit comment j'ai découvert le groupe, parce que c'est peut-être moins flamboyant que vous, c'est bien après, mais c'était évidemment pas il y a 48 ans. Flamboyant, Mortal Kombat. Oui, non, mais moi, je l'ai découvert dans un flux de plein d'autres trucs, je sais pas, fin des années 2000, je pense. Et du coup, j'ai pas un affect particulier au groupe, mais cet album, notamment October Rust aussi, j'ai beaucoup écouté, mais bon, c'est pas. C'est sorti en 95, je précise, donc j'ai vu un an après que la sortie de l'album. Oui, quoi. voilà. Et du coup, cet album, en tout cas, Bloody Kisses, je l'ai beaucoup poncé, et ça fait partie donc des deux que j'ai en vinyle avec October Rust. Voilà. Grand album. Et là, il y a tout ce qui fait. Je suis pas d'accord, mais bon, bref. Mais il y a tout ce qui fait Bloody Kisses, le succès après Peter Steele, c'est ça. C'est ça. Il y a. Ils te vendent l'orgasme. She's quoi, tu in vois, love with the dark. tu vois, c'est. Mustafa Ibrahim. Et il y a, évidemment, il aura dit souvent que ces albums étaient notamment, c'était du troll évidemment, mais étaient composés beaucoup en écoutant des génériques de dessins animés des années 70-80. Mais il y a clairement. C'est carrément du troll, ça. Oui, c'est du troll, mais il y a clairement, par contre, un hommage frontal à la famille Adams dans Black No. 1 avec le petit pont. Ah bah oui, Ah oui, of course, bien sûr. Donc voilà, mais qui marche trop bien, ça marche exceptionnellement bien. Donc voilà, donc tu disais qu'il y avait Kill All the White People, évidemment, dont on peut parler, que sa réponse, on ne peut plus radicale aux polémiques précédentes sur son prétendu nazisme, We Hate Everyone, évidemment, donc c'est toujours cette façon complètement frontale et dans le 30 millième degré de répondre aux soucis qui sont... Et Bloody Kisses sera beaucoup joué par la suite des titres de Bloody Kisses en live, parce que c'est là encore, c'est avant le décès de son père, donc c'était les chansons qu'il écrit, c'était encore sur des gonzesses et tout, donc ça touchait un peu moins. Tout ce qui vient après, il voulait plus les chanter. Il avait beaucoup de mal à les chanter en live, il voulait pas les chanter en live. Donc du coup, cet album-là était beaucoup joué, les chansons, cet album-là était beaucoup joué en live parce qu'il avait pas d'affect vraiment particulier. Mais il en a toujours un, mais pas au point qu'il aura après, où il pouvait carrément plus chanter les chansons, quoi. Mais de toutes les personnes qui lui ont fait un bisou sur le pipou, celui pour qui il a le plus eu de mal de se départir, c'était clairement son père. Et donc, c'est évidemment, cet album provoque le départ de Sal Abruscato, donc le batteur du groupe. Départ finalement quand même important, départ tendu, même s'il y aura réconciliation, enfin ouverture en tout cas un peu avant la mort de Peter Steele sur le dernier album. Et Sal Abruscato, il va quand même derrière aller fonder, en tout cas participer dès les débuts, de Life of Agony. Donc en matière de chant, enfin de musique gothique, de métal gothique, il aura quand même été dans deux groupes. Alors, en metal gothique, je suis réducteur avec Life of Agony, mais tu vois ce que je veux dire, oui, bien sûr. Vont avoir non, mais c'est le cas. Un impact important dans les années 90. Donc voilà, et puis c'est pas fini. Après, il y a même A Pale Horse, même Death, mais qui est quand même moins impactant. Donc, autre souci, vous l'avez dit, il n'aime pas tourner Type O Negative, donc on va parler rapidement que cet album est un tel succès que forcément les propositions de tournée sont... non seulement il n'aime pas trop tourner, il n'aime pas quitter ses chats, mais en plus on vient de le promouvoir et là il est devenu réellement responsable du parc, ce qu'il avait rêvé, donc et il comprend. Les chefs de service. Et en fait, c'est qu'on lui a demandé, quand le label lui a dit là on va falloir choisir, machin truc, parce que c'est pas possible, il a dû quitter son taf par à reculons, quoi, il voulait pas, il a toujours regretté.
Voilà. Et c'est pour ça qu'il a imposé des conditions. Enfin, je le disais tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre. Mais il a dit, moi, c'est uniquement si j'ai une pause entre chaque date, que je peux faire de la muscu, que je peux m'entretenir, que je peux ceci, que je peux cela. Il voulait pas quitter son cocon, en fait. Oui, voir sa maman aussi, parce qu'on va parler de sa mère après, mais si sa mère était morte, je peux te dire qu'il aurait pas avec Peter, ça fait longtemps qu'il serait mort. Ouais. Et donc vient ensuite October Rust en 96. Ça suit direct. Alors, avant de parler d'October Rust, il y a quand même un événement entre les deux. C'est quoi l'événement le plus important en 95, qu'est-ce qui se passe, Mathieu? La mort de son daron. De son daron. Alors, certes, mais en 95, c'est là où on voit son pipou. Pour la première fois. Oui. Chez Playboy. Donc parlons-en. Non, chez Playgirl. Playgirl. Oui, chez Playgirl. Bah, il va faire une session photo pour Playgirl, où on lui demande de faire plutôt une American Beauty, en gros, hein, d'être tout nu dans des pétales de rose, on va dire. Et puis bon, bah, est-ce que tu ferais ci, est-ce que tu ferais ça, penche-toi un peu en avant, souris, monte ta bite, et hop. Et soudain, Pipou. Alors lui, ça l'amusait de le faire parce qu'il pensait, c'était un sexe symbole, il était bien très fier de son Pipou. Mais quand on l'a appelé après pour lui dire, j'aurais le même, autant te dire, je porterais pas un slip. Hein. Quand on l'a appelé pour lui dire qu'en fait, qu'avec 21% de meufs à peu près qui achetaient ce magazine, c'était un magazine homosexuel, il a un peu, et au début, il a dit, ah bon, ça le faisait chier un petit peu, c'était pas le but. Et surtout des années après, il a eu beaucoup de gens, et c'est là où ça l'a agacé. Des gars, il n'était pas au niveau femme, mais qui venaient le voir pour signer le magazine avec les pages qui collaient et tout, et il a dit non mais j'avais pas fait ça pour ça, et du coup il a vachement regretté quoi, d'avoir été un espèce de sex symbole pour homosexuel, et ça l'a gonflé qu'on lui amène le magazine plein de sperme. Vous pouvez signer là à côté de ma dernière. Mais voilà, ça c'est un truc, mais il y a la mort de son père en 95, et là ça va, là c'est le tournant. C'est le tournant. C'est le tournant pour tout, parce que c'est là où il se met à vraiment prendre de la coke, vraiment. Ouais. Parce qu'avant il le faisait pas trop. Je veux pas te mentir. Non, mais là il tombe dans les drogues dures. Là il boit, là il tombe, là il se coque la gueule, mais à mort. Il se pensait immortel, et là c'est la première fois qu'il se dit, je vais commencer à enterrer. J'ai enterré mon père, ça, en plus ça a été une catastrophique après avec les factures d'hôpitaux et tout. Il a écrit d'ailleurs des chansons là-dessus. Et ça, il commence à penser à la perte de sa mère aussi, et à sa propre mort. Et là, Peter, il a pas, Peter, ça l'a pas chauffé quoi. C'est ça. Ça c'est la chute après. Ça c'est la chute. Et vous savez à peu près, Mathieu, avant October Rust, vraiment une dernière question. Est-ce que tu sais, parce que moi j'ai pas trouvé à quel moment il se taille un peu, vous savez qu'il avait les dents, les dents en forme de vampire là, mais ça, donc il s'est fait tailler un peu. J'ai pas trop trouvé à quel moment il l'avait fait. Bon, c'est peut-être anecdotique. Ça c'est anecdotique ça. J'ai même pas remarqué. En bouffant un banc du parc, je suppose. Donc sur cet album, sur October Rust, on a la reprise de Neil Young, Cinnamon Girl. T'es parti direct. Love You to Death, tout ça, quoi. Voilà. Donc, les thèmes, Mathieu, c'est le sexe, bien sûr, la sensualité, et surtout, le sens de l'humour, et la nature. Parce qu'il y a Green Man, c'est comme ça que l'appelaient les vieilles du parc, parce qu'il était habillé en vert. Donc, tu vois, et il parle, voilà, il y a le côté nature. Là, on voit et là, tu sens que ça lui manque, du coup. Tu sens que ça commence c'est éloigné de ce truc-là, et puis, ça commence il y a un côté dépressif qui rentre vraiment en jeu, quoi. Alors c'est un album qui est pensé pour être quand même assez commercial. C'est vraiment les potards sont encore plus poussés par rapport à Bloody Kisses sur le côté, on va dire, god pop, avec toujours des trolls. Hein, c'est à la fois un album commercial qui commence par du bruit blanc pendant 20 secondes. Voilà, alors que clairement un orgasme aurait suffi, mais bon, voilà, puis un genre de message de remerciement du groupe qui est clairement du foutage de gueule de haut niveau. Voilà, moi c'est pas un album que je trouve transcendant. Il y a une chanson exceptionnelle, My Girlfriend, qui marche très très bien, la reprise de Neil Young, pourquoi pas, tout ça. Mais qui est autobiographique, My Girlfriend. Oui, bien sûr. Ouais, ça raconte ses expériences. Pour moi, cette chanson, elle va avec la pochette de Bloody Kisses, donc je suis toujours perdu que ce soit pas le même album, ça me paume complet, quoi. Je pense que t'es aussi paumé par le fait que l'album soit très très long, hein, il fait 1h13. Donc, moi, pour le coup, c'est vraiment un album qui m'a. Enfin, bon, déjà, My Girlfriend, voilà, c'est une chanson on sortait en boîte à l'époque, en boîte gothique, ça tournait tout le temps. C'était vraiment un truc, c'était dingue. Enfin, on était tous persuadés qu'on arrivait à coucher avec deux filles à la fois en écoutant Type O Négatif, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas grâce à ça que c'est arrivé. Donc voilà, ça a été vraiment un point. Moi, c'est quand même un album que j'adore et je le mets quasiment au même niveau hein, que Bloody Kisses, hein, vraiment. Enfin, Green Man, Be My Judas, c'est une chanson exceptionnelle. Hein. Love You to Death, Be My Judas, Green Man, c'est exceptionnel. Hein.
Même Redwater. T'enlèves le côté qu'il y avait un punk encore, tu sais, qui avait un peu à voir dans le Dick Kisses, un peu plus en dedans. Là, October c'est vraiment, on est vraiment sur du goth sensuel. C'est vraiment doux, c'est vraiment, là, c'est vraiment plus emmené, quoi. C'est plus, plus doux, quoi. Moi, ça me faisait marrer parce que c'est juste après où, en plus, dans les clips, on le voyait que ça, il jouait au lieu d'une contrebasse, au lieu d'une basse, il y avait une contrebasse. Et ça me fascinait. J'arrêtais pas de montrer le clip à mes potes. Je fais, regarde, comment il est, trop cool. Avec leur cul, je sais putain, il y a pas fallait pas grand chose pour nous. À l'époque, on était vite émoustillés. Hein. Et donc sur October Rust, oui, il est plus doux, quoi. C'est il est plus fragilou. Ouais, il a toujours été, mais là, oui. Je pense que c'est l'album où il a créé ses plus belles mélodies. Très honnêtement, c'est là où le côté Beatles ressort le plus pour moi. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il il reprend Million aussi, donc il y a le côté vraiment, complètement. Après, il y a plein d'anecdotes super sympas, ou anecdotiques, mais cool quand même sur cet album. Déjà, on dit que c'est le premier album sur lequel joue Johnny Kelly. En fait, pas du tout, puisque je sais pas si vous le savez, mais c'est une boîte à rythme sur l'album. C'est pas du tout Johnny Kelly à la batterie. Du coup, ça aurait pu être Kelly. Que j'adore, hein. J'adore Danzig, Monsieur Danzig quand même, attention. Ouais, exactement. Ouais. Mais oui, en fait, c'est effectivement une machine, mais programmée, ce qui est assez drôle d'ailleurs, par Josh Silver, lui-même. Donc voilà, Johnny Kelly est crédité, mais en fait pas du tout, c'est Josh Silver qui a programmé la batterie. Ce qui est assez cool, c'est que Love You to Death, sont des paroles piquées à Pink Floyd, hein, sur Comfortably Numb, qu'il a complètement réécrit de manière un peu sexy, puisqu'à un moment donné, dans Comfortably Numb, on a Your lips move, but I can't hear what you're saying. Exactement. Et là, il a changé par Her hips move, and I can feel what they're saying. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, c'est assez, c'est le sex filter de Peter Steele. Mais il est cul cet album. Hein, complètement. Voilà. Et puis bien évidemment mis complètement remarquablement en image avec le clip que j'ai dû regarder des millions de fois. Alors, My Girlfriend's Girlfriend. Le coup, ce que tu peux lui reprocher, Mathieu, ce que les gens lui reprochaient, c'est que c'était devenu là, sur cet album-là, alors que moi je l'adore cet album, j'aime beaucoup, c'était le Type O Negative à l'eau de rose. Là, on est vraiment sur du romantisme à l'eau de rose, et voilà quoi, c'est t'as des pétales de rose rouge sur le bout du gland, quoi, tu vois, on est vraiment... à certains moments, t'es pas loin du déodorant Axe, quoi, ça susurre. Voilà. Ça mais c'était derrière parce que après, ça amorce vraiment la période avec l'album suivant où ça tombe en déprime absolue. Après la sombritude, mon gars. Là, oui, déjà, October Rust, il avait perdu son père, mais là, sur We're Coming Down, là, il est avec ses comptes, en plus avec les factures qui lui sont arrivées pendant 1 an. Exactement, du décès de son père. Des factures d'hôpital et qui ont continué par la suite avec sa maman. Donc, il y a encore une... On oublie sur October Rust qu'il y a quand même aussi une cover de Black Sabbath. Alors pas sur la version originale, c'est très important, elle sort pas sur la version originale, et je vais te laisser le plaisir de parler de la manière dont il a retravaillé les paroles également. Il a fait comme il fait d'habitude, il travaille les paroles, donc une satanique perspective, comme il a dit exactement. Et du coup, il y a un côté messe noire, en fait, c'est presque Sabbath en Coven, quoi. Mais sexuel également, puisque je ne te rappelle pas que forcément le morceau Black Sabbath commence par What is this that stands before me, qu'il a changé en Who is she that kneels so respectfully before me. Voilà. Et il continue avec A Virgin of Snow White. Donc voilà. Et c'est là où il crée le Villain Flag aussi. Exactement, parce qu'ils ont tourné sous un faux nom, le drapeau derrière, c'était pas avec le drapeau. Bon, faut savoir qu'il avait des origines, son père était polonais et sa mère était scandinave. Exactement. Et il avait une grand-mère islandaise aussi. Oui, tout à fait. Il y a un peu de consanguinité là-dedans, mais ça a bien, c'est bien sorti finalement. Il y avait une réunion d'Inuit et tout le monde s'est enculé, ça s'est fait comme ça. Donc voilà. Un album un peu trop sucré. J'ai pas dit dégueulasse, moi, j'ai dit un peu trop sucré, mais avec des trucs quand même super cool, beaucoup trop long. Mais ça, chez Peter Steele, c'est de toute façon beaucoup trop long. Et ça nous amène donc à un changement quand même assez radical d'ambiance, parce que là, autant dire que les pétales ont fané, autant dire que Peter Steele, il est pas heureux. Il y a des chats qui sont morts, il y a des copines qui sont parties. Il y a la vie la pute, quoi. Alors le chat lui fait beaucoup de mal, énormément, plus qu'on pense, et son père ça l'a dégommé, quoi. Ouais. Et arrive donc l'album World Coming Down, un album extrêmement sombre,
Quand je dis extrêmement sombre, moi franchement, il m'a mis hyper mal. Il m'a mis bad. Tu vois, quand c'est vraiment un album, ça te flingue. Un truc qui me fait triper sur cet album que je voulais dire en amont, c'est la pochette. La pochette, alors c'est une vue de New York, pris depuis le pied du Brooklyn Bridge. Donc tu vois le Brooklyn Bridge et Brooklyn derrière. Et tu vois les 2 Twin Towers dans la brume. On est quelques années, en 99, donc on va dire 2 ans avant la chute des tours. Et ce qui est assez ouf, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça me paraîtrait quand même dingue, c'est que la pochette, c'est littéralement, quasiment le plan final du film unique de Spielberg, qui se finit en fait sur un serrage de main entre deux personnages qui sont du Mossad et donc satisfaits d'avoir mené à bien cette mission d'exécution, le Mossad, cette mission d'exécution des gens qui avaient fait les attentats donc de Munich 72, et ça se finit sur ce plan des Twin Towers, façon de te dire, vous êtes satisfait, vous pensez que c'est fini, mais ça ne le sera jamais. Et super plan, super film, bref. Et en fait, c'est exactement au même endroit, quoi. Donc ça, ça m'a toujours fait bugger. Je ne sais pas si Steven Spielberg écoute Type O Negative. C'est possible. Mais on n'en a aucune preuve. Faut savoir, à la suite de la sortie de l'album, c'est que la tournée qui devait prendre cet album-là, il a joué très très peu de chansons. Il pouvait plus les jouer. Il veut plus les jouer. Il voulait plus jouer. Even Love Is Dead. Il a dit que c'était pas fait pour jouer en live. Et du coup, c'est un peu surpris tout le monde que l'album soit pas défendu avec les morceaux en live, quoi. Tu vois, c'était. Mais oui, là, il était vraiment sur l'émotionnel. Et là, il avait des downs énormes et des remontées. Il était entre il a Sad Coke, donc c'est le roi du monde. Et le lendemain, où il veut juste rester avec ses chats et aller couper les branches des arbres, quoi. Donc ouais, on est vraiment sur. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'en fait, on pourrait se dire, quand on met la première chanson de l'album, on se dit tiens, recommence les trolls, puisque Skip It est dans le même esprit qu'October Rust. Voilà, un troll au départ de l'album. Et bim, t'enchaînes avec White Slavery, qui parle de cocaïne et de sa dépendance. Oui. Donc en fait, directement, tu tombes dedans, c'est terminé, quoi. Oublions les trolls. Tout l'album, du titre, de la machette, de tous les coups, machin, tout parle de la dépression et de l'addiction, machin truc, ce qui n'était pas les thèmes qu'il y avait avant. Donc l'album est même rythmé par 3 interludes qui sont finalement mis bout à bout d'une violence sans nom, qui sont Sinus, Liver, pardon. Je recommence, Sinus, Liver et Lung. Donc le pif, le foie, les poumons. Et voilà, ça te plombe complètement. Enfin, ça finit par la mort. Il y a même des bruits d'hôpitaux et tout. Complètement. Il y a le tut et tout. Mais alors, il y a qu'une seule chanson qui est dessus où tu sais qu'il s'est fait sucer au milieu de l'album. C'est sur Pirate Blaze. Où là, ça racontait juste son fantasme qu'il voulait baiser dans le feu. Il y a un truc qu'il a jamais fait parce que tu meurs techniquement. Donc... Vous savez pourquoi je l'ai pas fait? Et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de Pirate Blaze, parce que pour contrer un peu le côté de Mathieu, c'est trop long, parce qu'il fait la même durée qu'October Rust, c'est 1h15. Et je trouve que la force de Type O Negative, c'est de savoir même distiller des morceaux sublimes, même en fin d'album. Pirate Blaze est exceptionnel. C'est un des meilleurs morceaux de l'album, avec une des meilleures prestations vocales de Peter Steele. Et pourtant, tu le retrouves en 11e position, alors que tu t'es déjà tapé quasiment 1 heure d'album, quoi. Elle est, je crois, antépénultième, ce qui me permet d'utiliser ce mot qu'on utilise trop rarement. Alors, et c'est là où il commence à prendre aussi des médocs que c'est Serve qui prennent pour se traiter de ses descentes, maladie mentale. Et que c'est We Will Save the Sane. Donc, qui commence apparemment le guitariste a dit par la suite que il avait des changements de comportement assez incroyables. Il pouvait devenir alors qu'il n'était pas du tout violent, mais il voulait provoquer des bastons dans les bars, alors que c'est pas du tout comme ça. Et d'un coup, il devenait d'une douceur pas possible. Il avait vraiment là des pics de comportement assez étrange. Ouais. Et il l'a amené plusieurs fois en prison d'ailleurs. Il a fait T'as raison de citer Who Will Save the Sane, puisque ça parle effectivement, comme tu l'as dit, de sa maladie mentale et de la psychiatrie. Et il faut savoir que dedans, en fait, Peter Steele récite en fait les 9 décimales de pi. Donc c'est vraiment un truc qui est complètement 3, 14, 159, 26, 53. Il n'y a aucun intérêt. Quoi. Voilà. Et après, je rebondis, Mathieu, sur le truc que j'ai dit. Il a fini en prison. C'est pas à cause de ça. Il a fini en prison parce qu'il était d'une jalousie maladive et qu'il a cassé la gueule d'un mec qui baisait sa gonzesse. Il aurait pris des traitements. Il aurait pris des traitements ou pas. Il aurait fait. Où est la maladie mentale quand t'es jaloux au point de buter des mecs? Alors pour être très précis, parce qu'on en a parlé, Sam t'en a parlé dans ton intro. En fait, il avait été accusé de attempting murder, donc de tentative de meurtre. Sauf que les charges, donc les plaintes ont été réduit à insulte physique et qu'il a pris 5 ans quand même, mais de prison, mais avec un mois. sursis.
Un mois ferme Non, à non, Rikers. 5 ans. Ouais. Non, 5 Ouais, years mais on parole. 5 oui, years 5 years on on parole, parole. Après, Il a fait un mois ferme il a fait un avant, mois je ferme. crois, Non, peut-être. après, il a fait un mois ferme à Rikers Island pour avoir cassé la gueule du mec à Ouais. 5h du matin. Voilà, Mais mais sa première condamnation, c'était 5 years on parole. voilà. Ouais. Et ça, c'est par la suite parce que ça, là, c'est la descente après. C'est quand il casse la gueule du mec et qu'il finit à Rikers Island pendant un mois. C'est juste après que la fête de Noël où sa famille, ses 5 sœurs, je crois, il y en a 5, 4 sœurs, je crois, l'ont fait interner psychiatriquement. C'est contre sa volonté. Le jour de Noël. Exactement. Il a dû pourrir l'ambiance aussi, on peut imaginer que. Et du coup, il a écrit les chansons après, ben voilà, He's Dead. Enfin, il a écrit vraiment des trucs, tu sais, où il rejetait totalement sa famille, enfin ses sœurs, pas sa mère, mais il a été interné. Après, c'était la descente, c'était une succession d'emmerdes pour lui. Ouais. Après, mais tout ce que tu dis est complètement vrai. Maintenant, il avait un énorme respect pour sa famille, pour sa mère. Tu l'as dit. Mais complètement. Et d'ailleurs, oui. c'était la seule raison pour laquelle il s'est pas. Enfin, il y avait 2 raisons pour lesquelles il s'est pas suicidé. Puisque la première, il a dit je suis trop lâche, donc je peux pas le faire. Et la deuxième, c'est parce qu'il se sentait responsable de sa famille, et spécialement de sa mère. Ouais. Et quand il était à Rikers Island, le truc le plus dur, c'était pas de vouloir que les mecs voulaient t'enculer, quoique lui, il était protégé avec sa taille. Oui, c'est sa taille qu'il avait protégé, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit que le truc. Et puis s'il organise le match retour, mon gars. Il a dit que le truc c'est lui qui gagne. Le truc le plus court, c'est qu'il a eu sa mère que 7 minutes au téléphone et qu'il avait peur pour elle et qu'il s'en voudrait à toute sa vie si elle tombait malade. Exactement. Et qu'il aurait jamais survécu au départ de sa mère. Mais autre truc aussi, c'est quand il sort de prison de Rikers Island, il a dit c'est complètement con comme truc. Fait un mec comme moi, on le met en prison. Moi, il dit je suis doux comme un agneau. Je voulais travailler avec les arbres et les animaux, et on te fout là-dedans, tu parles qu'à des criminels toute la journée, et tout ce que tu apprends, c'est à comment devenir un meilleur criminel quand tu sors. Et après, il a joué d'ailleurs avec sa combinaison de Rikers Island sur scène. La combinaison verte. Orange, c'est surprenant. Mais voilà, donc là, c'était vraiment le départ. Là, même les échos se posaient des questions, quoi, en disant voilà, ça. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, moi, j'ai une petite question, Sam, à ce moment-là, parce que moi, je vois, malheureusement, je n'ai vu que le groupe qu'une fois sur scène. C'était au Hellfest en 2007, donc c'est après la sortie de Dead Again. Je les ai vus avant, ouais. Donc voilà, justement, tu les as vus quand pour la première fois, toi? J'ai dû les voir pour la première fois un festoche en Hollande. Je crois que c'est le Fils of Rock, mais ça doit être peut-être cette période-là. Non, ouais, c'était près du parc Walibi ou un truc du parc des Schtroumpfs, je sais plus. Et c'était la première fois, je crois que je les voyais, et puis après je les ai revus. Mais là, c'était la première fois en Hollande, ouais. Mais ça devait être la même période, en 2006, 2007 peut-être. Ok. Moi, c'est Hellfest 2007, la seule et unique fois où je les ai vus. Donc je les ai vus, ouais, Hellfest aussi après. Ouais, il pleuvait pendant leur concert, c'était exceptionnel. Il y avait pas grand monde, je me souviens, c'était pas comme les Metallica cette année. Et le Hellfest avait organisé une séance de dédicace. Donc j'ai pu le rencontrer. Alors je l'ai jamais interviewé, même si j'ai vu pas mal d'interviews de lui. À chaque fois, il est très drôle, incroyable et très agréable. Ouais, complètement. Très agréable. Et je lui ai serré la pince. D'ailleurs, je me souviens de ce moment-là parce qu'il a dédicacé mon t-shirt. J'avais un t-shirt Typo négatif, il a signé dessus. Et je me souviens d'avoir serré la pince et de voir que moi aussi j'étais grand. Tu vois, tu vois, il m'a rien dit, mais il m'a juste levé la tête en souriant et voilà, c'était rigolo. Vous avez comparé vos bites et tout. Bon, il a gagné malheureusement, mais. On en parlait tout à l'heure, mais sur Greenman, donc c'est comme ça que les gosses l'appelaient quand il travaillait dans son parc. Le début commence avec le bruit de son camion poubelle, du camion avec lequel il ramassait les déchets. T'entends la introduction, t'as le sample de son camion. Ah, sacré fragilou. Alors, ça nous amène tout ça à Life is Killing Me en 2003. Alors non, avant ça, il y a un truc, Mathieu. Et je ne comprends pas que tu l'aies passé. Qu'est-ce qui se passe en 2000 ? Mathieu Yassef. Oui, c'est un tournant. Mathieu Yassef, qu'est-ce qui se passe en 2000 ? Je sais pas, le tournant ? Il y a une rencontre entre Peter Steele et Tony Iommi. Et Monsieur Iommi adore Steele, il le trouve très agréable, très intelligent, il est très impressionné par ça. Il aime tous ceux que tu lui présentes. Ouais, mais apparemment. Non, mais Black Sabbath a dit que c'était un des groupes qu'il respectait le plus pour ses reprises. Et dans la bio, je sais que dans la bio de Iommi, il en parle. Iommi, il dit que c'est un garçon. Il a été très touché, plus que sur certains autres qu'il a moins, alors que lui, il le connaissait pas trop. Il dit parce que je le trouvais incroyablement agréable, ce garçon est très doux, il a un amour pour les animaux et tout. Et donc, il a fait une apparence, il a apparu sur l'album de Iommi, exact, de Black Sabbath sur Just Say No to Love. Exactement. Voilà. Et petit aparté, il n'est jamais sorti en vinyle. Et bordel de merde, quand est-ce que ça sort en vinyle, quoi ? Ça fait partie de mes vinyles. Donc il fait partie vraiment de la famille Black Sabbath, quoi. Tu vois, il a vraiment joué lui avec Iommi, quoi, pour le coup. Et c'est pas la seule guest qu'il avait, parce qu'en 2001, il apparaît sur l'album de Biohazard de Uncivilization. Avec Cross the Line, et c'est à ce moment-là en plus que Evan Senfield, qui connaissait depuis longtemps, il connaît les mecs de la scène hardcore depuis très très longtemps, lui présente le producteur de Oz, et il tourne dans Oz.
il fait un guest dans Oz, dans la série Oz en prison. Et ce qu'il voulait, il aurait bien voulu être acteur. Il a bien participé à plus de films. Il a fait quelques guests, mais il a participé à juste cette série-là. Je pense qu'Evan Senfield aurait pu lui faire une vraie carrière d'acteur s'il avait voulu. Mais en plus, Evan Senfield, il lui a dit, tu verras, on nique plein de gonzesses, parce qu'il avait que les scènes à poil, Evan Senfield, et c'est là où il a rencontré Tara Patrick. Tu verras, on baisse plein de gonzesses. Dit ça à Peter Steele, quoi. Il va les demander en mariage direct. Donc voilà. Bon, on peut passer à la tiens, Mathieu, je me rends compte dans mes notes qu'il y avait un truc qu'on n'a pas dit. Bon, c'est un détail, mais j'avais parlé de la pochette, voilà, et ces deux versions spécifiques, l'une où elles sont joue contre joue, et l'autre où elles se roulent une vraie pelle. Il y avait aussi une phrase qui a marqué longtemps la vie du groupe, qui était sur le cover, enfin sur la 4e de couve, qui était Don't mistake lack of talent for genius, quelque chose qu'ils ont utilisé très souvent, donc à pas confondre l'absence de talent pour le génie, puisque voilà, ça faisait partie de leur humour un peu second degré, où en gros ils disaient qu'ils faisaient de la merde, alors que pas du tout, quoi. Depuis tout à l'heure, on parle que de Peter, mais faut pas oublier que les autres aussi avaient énormément d'humour. Énormément de talent. Le claviériste qui n'hésitait pas à montrer son anus sur scène, je crois qu'il avait fait en Hollande parce qu'il y a des problèmes de son. Je sais plus s'il avait fait les problèmes de son, je monte mon cul. et non, mais ils étaient tous assez complémentaires, et bizarrement, ses camarades de jeu ont dit, quand après sa mort, ils ont dit, mais nous, il s'est jamais énervé une seule fois contre eux, quoi. Il a jamais eu de problème avec eux, malgré son trouble bipolaire et ses changements d'humeur. Et il a toujours été agréable, il leur faisait des cadeaux en permanence. Il leur payait les dîners, il leur ramenait des trucs. Non, mais tu vois, il y avait vraiment pour le coup un vrai truc de groupe, quoi. Peut-être que quand tu regardes, tu te dis putain, Peter Steele, il prend beaucoup de place, le mec, sur scène et en général. Mais il faut pas, voilà, il était vraiment, pour lui, c'était pas c'était en effet le mec écrivait les paroles et tout, mais c'était le frontman, mais c'était pas lui qui représentait le groupe, mais c'était pas lui le groupe. Pour lui, c'était un vrai groupe. Ah, derrière, il y avait des mecs avec des books, hein, quand même. Hein, donc, même des barbes. Ils ont un talent de dingue. Ils ont vraiment un talent de dingue. Tu l'as dit tout à l'heure, Sam. Reprenez l'album de Silvertomb qui est sorti récemment, c'est 2019, où Kenny Key, donc le guitariste de Typo, a quasiment tout écrit. Il a une voix exceptionnel, on dirait parfois le chanteur de Soundgarden, donc c'est complètement. C'est sûr. Seven's Void, c'est mortel, hein, si vous connaissez pas, donc c'est ce qu'il a été fait après. Seven's Void, c'est très bien. Ce qu'ils ont fait après Typo, l'équipe de Typo, hein, c'est mortel, et ils chantaient extrêmement bien. Il y a vraiment un côté Soundgarden, je trouve. Tout à fait. Mais très très bon. Et donc les Icos, c'était un vrai groupe, quoi. C'est pas nous, on se focalise forcément sur Peter Steele. C'est lui qui a les anecdotes, c'est lui qui a la vie folle, quoi. Mais pour le coup, c'était un vrai groupe, et qui ont vraiment vécu en tant que groupe. Et après, ils comprenaient très bien le fait que Steele voulait plus tourner. Ils l'ont jamais forcé. Ils étaient plus gênés par le fait que. Ils ont toujours respecté le fait qu'après sa mort, le groupe s'arrêtait. Et ils étaient plus gênés de le fait de l'embarquer presque de force. C'est très bien de leur part d'avoir jamais voulu reformer le groupe, d'avoir dit dès le départ, il y aura pas de vie de typo négative après la mort de Peter, et d'avoir finalement à part ressorti, effectivement, ils profitent un peu. Heureusement. Ils ont ressorti la box, ils ont ressorti les albums, ils sortent des t-shirts. Mais ça, c'est pour honorer la vie du groupe, quoi, tu vois. Ils ont pas surfé sur la mort de Steele. Non, complètement. Allez, vas-y, Mathieu, tu peux y aller. vous êtes d'accord de parler de Life is Killing Me ou pas, du coup? Alors non, j'ai une anecdote sur un truc. Non. Alors là, les paroles, ça passe plus sur Life is Killing Me. Là, on est vraiment sur là, il y a même des moments où il s'apitoie vraiment sur son sort, je trouve. Non, parce que c'est vraiment les descentes de drogue. Hein, tu sais exactement quand il a composé les chansons, en up et en down, comme dans les restes du groupe. Ouais. C'est un peu ça. Et là, ça commence à parler d'un truc qui parlait pas trop avant, sauf avec humour, et qui méprisait même au début dans le Carnivore. C'est la religion, parce qu'après la mort de son père et machin, il est commencé à ne pas religieux, mais il a commencé à croire en Dieu. Il est issu d'une famille très catholique. Hein, y a pas mais il avait toujours rejeté. Et là, du coup, après la mort de son père et tout le bordel, il est passé plus du côté obscur de la force, mais d'un point de vue plus spirituel. Voilà, spirituel. Question, qu'est-ce que vous pensez de cet album, vraiment? Alors moi j'ai envie tout de suite rebondir sur ce qu'a dit l'auditrice qui vous a écrit, qui vous avait demandé de parler de ça, et qui disait, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, Mathieu, tout à l'heure, que l'album était sous-estimé, mésestimé. Moi, c'est un album que j'ai pas spécialement aimé à sa sortie, parce que justement, comme le disait Sam, je trouvais qu'il s'apitoyait pas mal sur son sort. Ça ressortait un peu les classiques, je suis pas content d'être moi-même, j'ai envie de mourir, machin. Bon, là, peut-être que j'étais sur une autre période de ma vie, ça me plaisait moins. Je l'ai réécouté 5, 6, 7 ans après, en mûrissant, et je le trouve excellent. Je le trouve vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et moi, je pose la question, est-ce qu'il n'est pas là presque le deuxième meilleur album de Typo?
avec le recul. Non, pour moi c'est October Rust et Kisses, il n'y a pas de débat, mais je le mets au même niveau que World Coming Down, que je trouve exceptionnel. World Coming Down, je trouve génial aussi. Mais non, mais moi je trouve très bon aussi. Après, comme tu dis, j'ai peut-être celui que j'ai moins apprécié au départ, mais après j'ai écouté pareil plein de fois. Il y a des chansons rigolotes. À la Gold, c'est la réponse justement où il répond au fait qu'il n'avait pas pensé plaire aux gays quand il avait fait cette pochette avec sa tub dans la main. We Were Electro Cute, ça me fait marrer aussi parce que là tu vois vraiment comme style, il aimait bien aussi être regardé. Il avait ce côté un peu, il était très fier de sortir avec un canon absolu et dans la rue tout le monde se tournait. Elisabeth. Tout le monde se tournait. Il était très très fier de ça. Il avait écrit une chanson avant de se faire tromper. Bien sûr. Ici, il écrit, comme on disait, Todd sur la mort de son père. Ouais, c'est ça. Il y a Nettie qui est sur la mort de sa mère. Il y a l'album titre, enfin la chanson titre, qui est sur la mort de son père. Voilà, de son père, pas sa mère. Qui est mort sur sa mère, c'est ça. Nettie qui est sur sa mère et. Non, elle est pas morte sa mère. Ouais, qui est sur sa mère. Une chanson sur sa mère, alors que le morceau titre est sur la mort de son père. Et comme tu le disais, effectivement, l'album est sur une de ses petites amies qu'il avait pendant 10 ans, mais qui s'est barrée. Et en gros. Elisabeth, et qui a priori a fini dans le porno, de ce que j'ai compris. Dans ce truc de chat vidéo porno, etc. Et que ça avait un peu détruit. Et qui voulait appeler au départ l'album The Dream is Dead, justement en raison de cette séparation, quoi. La fameuse Elisabeth, pour l'anecdote, il y a un papier assez dingue en Islande dans un vieux Rockard, parce qu'il raconte en fait qu'il s'est fait payer ses vacances en Islande par Rockard, par Roadrunner, en leur disant moi je veux bien faire des interviews, mais à condition que vous me payiez 2 semaines de vacances avec Elisabeth. Et en fait, t'as vraiment des journalistes, donc dont 2 de Rockard, qui sont invités, tout frais payés en Islande, et qui suivent Peter Steele et sa meuf au Pizza Hut, parce qu'ils bouffent tout le temps des pizzas, des McDo et tout, et à prendre des photos devant des usines ou des fjords, tu vois. Et lui, il dit, c'est profiter, c'est Roadrunner qui paye tout, de toute façon, ces connards, ils boivent trop de trucs et tout. Et voilà. Et donc, il présentait, en effet, dans l'article, en plus, la personne qui écrit bave beaucoup sur la meuf de Peter Steele, et il paraît qu'en effet, oui, qu'elle était très belle. Moi, j'ai vu des photos, ça saute pas aux yeux sur des photos, mais enfin, elle est jolie, mais tu vois, pas non plus en sorcelante de dingue. Mais a priori, c'était un vrai trophée pour lui. C'était un plaisir de voir que les gens défaillaient. Ouais. Tout à fait. Bon, pas forcément grand-chose de plus à dire, mais moi je trouve que c'est un album qui, avec le temps, au plus je l'écoute, et je l'ai même réécouté encore aujourd'hui, je me surprends à me dire, ah oui, mais c'est vrai que ce morceau est très très bon, et ce jusqu'à la fin de l'album. Anesthesia et The Dream is Dead, donc le fameux titre qui aurait dû être le titre de l'album, sont d'excellentes chansons. Et après, tu me disais le second meilleur album, moi c'est Dead Again, hein. Je suis fan de Dead Again. Hein. Oui, mais moi j'adore ça, je sais que Mathieu l'aime pas du tout. Moi je trouve que c'est un excellent album. Le mec, tu chantais I Don't Wanna Be Me à 5 minutes. Elle est sur. Non, elle est sur Life is Killing Me. Elle est sur Life is Killing Me, autant pour moi. Mais non, Dead Again, il est bien sûr mortel cet album. Life is Killing Me, en fait, il est très Paradise Lost, je trouve. Ouais. Il est très poppy aussi, hein. C'est un des albums aussi les plus poppy. C'est le deuxième pour le coup, en deuxième album c'est le deuxième album le plus poppy après October Rust pour moi. Ouais, c'est du pur rock'n'roll pop avec le gros son, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, moi, j'aime bien. Alors, c'est le dernier album fin de contrat avec Roadrunner, qui sera fêté par le groupe par une fausse annonce de la mort de Peter Steele. Donc ça, si vous voulez un peu vous épancher là-dessus. Alors, c'est une fausse annonce qui a fait... les gens ont cru que c'était vrai. Hein, donc c'était une panique absolue dans le monde du métal. Ouais. Ah ouais. Parce qu'on ne trouvait plus en plus. Il faisait exprès de se cacher. Oui, il s'était caché. Il s'était caché. C'est ça. Et donc, il y avait eu sur le site internet du groupe une pierre tombale avec marqué Dead Again, machin. Ouais, je m'en souviens bien. Moi, je l'ai vécu à ce moment-là. Sam aussi. Hein, oui, complètement. Ouais. Et oui. Voilà, si vous en branlez. Après, il avait. Bon, ça fait partie de l'humour de Peter Steele. Hein. Je sais pas s'il était particulièrement dans une période de down, s'il était à l'hôpital à ce moment-là ou pas. Moi, j'ai pas forcément trouvé d'infos. Mais en tout cas, il avait effectivement, il avait envie d'être seul, d'être caché, et ils ont trouvé ça drôle de simuler sa mort, quoi. Très bien. Et donc, c'est autre mort, il a signé chez SPV pour la sortie donc de Mort encore, Dead Again, avec une pochette verte.
Ça, je pense que ça a été la. Alors, attention, pris par petit. surprise. Alors, pochette. Sur lequel il y a, Mathieu, il y a un être humain. Oui, pochette verte, mais sur l'édition collector, la pochette est rouge et qui correspond beaucoup plus du coup au thème de l'album, puisque moi j'ai l'édition. Oui, mais voilà. moi j'ai le vert et je t'emmerde. Moi, j'ai aucun des deux et ça me va très bien. Qui est cet monsieur, étrange alors, monsieur barbu? c'est monsieur Gros Zouzou, c'est monsieur Rasputin, car il avait bien plusieurs points communs avec Peter, c'est qu'il avait un gros zouzou déjà, qu'il essayait de se buter plusieurs fois, mais il s'est pas buté. Rasputin, il bouffait du poison pour éviter justement de se faire empoisonner. Et il s'identifiait vachement à Rasputin, il était fasciné par Rasputin, notre ami Peter. Voilà. Tout à fait. Donc c'est Rasputin qu'on trouve voilà. sur, à qui on a enlevé son zouzou d'ailleurs quand on l'a tué dans cette rivière et on lui a coupé le zouzou, voilà. Qui est exposé dans un musée à Moscou, hein. Oui, mais on sait pas si c'est le vrai zouzou ou pas, mais bon. C'est celui de Peter Steele. Peut-être qu'il l'aura rafraîchi en 2007, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Dead Again, si ce n'est qu'il y a un hommage à Dimebag Darrell, hein, donc, mais voilà, tu pars tout de suite là-dessus. Alors pour être précis, c'est Halloween in Heaven, qui est effectivement un morceau sur les rockstars mortes, et en particulier Dimebag Darrell, effectivement. Et Tripping a Blind Man que j'adore personnellement. Moi je la trouve super. Il y a un côté, il y a presque un côté monstre magnétien là-dedans. J'entends ce que tu veux dire. Et à la fois il revient avec des chants beaucoup plus agressifs, plus hurlés, ça va plus vite, les rythmes sont plus rapides, parce que je me souviens que l'album d'avant il y avait White Slavery qui était vraiment de l'écrasement total, et là on est vraiment sur des trucs un peu plus punkou. Et non, j'aime beaucoup Dead Again. Mais pareil, c'est un album que j'adore. Enfin bon, tu t'en as parlé, mais Prophet of Doom et September Sun, cet enchaînement là, moi. Voilà. Et Tripping a Blind Man, c'est pas vraiment, c'est ce qu'il dit, hein, qui s'est fait avoir par sa famille, enfin par ses sœurs qui l'ont interné, machin truc et tout. Tout à fait. Non, c'est un album qui est mésestimé. Effectivement, le fait qu'il soit sorti chez SPV n'a pas aidé. Et c'est un des albums qui était le plus dur à trouver fut un temps dans cette fameuse édition limitée. Donc moi, je l'ai acheté, tu t'en souviens pas Mathieu, mais du coup je l'avais acheté pendant une de nos pérégrinations sur la convention de Utrecht, qui n'est plus Utrecht, mais qui était bien Utrecht à l'époque. Voilà, je le cherchais depuis très longtemps, je l'avais pas acheté en vinyle à l'époque. Et c'est un album vraiment que j'adore. Ça me surprend que tu le trouves assez naze, parce qu'il est extrêmement bien construit, il est très travaillé. Pas naze, hein, franchement. Il y a plusieurs choses. C'est qu'il arrive là, je le connaissais pas du tout, je pense. Je n'avais pas souvenir d'avoir écouté. Il arrive après 72 heures de préparation du titre. J'en avais aussi un peu plein le popotin. Oui, je comprends. Mais et puis voilà, déjà il y a l'autre truc aussi, c'est que Life is Killing Me, ça annonçait presque l'arrêt du groupe, quoi. Déjà entre le truc de la mort machin, ça se termine par l'électrocardiogramme plat. Ça sentait vraiment la fin, quoi. Et c'était presque une fin parfaite. Et le fait qu'ils reviennent en effet avec ce truc-là qui était beaucoup plus, je sais pas. Moi je l'ai aimé, hein, cet album. Il y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que ça a pu surprendre aussi. Ce qui à mon avis n'a pas joué aussi pour lui, c'est que bon, ça sonne pas aussi gothique, aussi pop que les précédents. Entre temps, il y a quand même eu une déflagration. Alors, j'ai du mal à imaginer à quel point ça a été vendu ou écouté, mais quand même, ça fait du bruit. C'est le monothéisme de Celtic Frost qui a quand même écrasé le rock mid-tempo, enfin le metal mid-tempo, metal. Ouais, mais on n'est pas dans la même catégorie. On n'est pas dans le même thème. On n'est pas dans le même thème. Et puis surtout, à partir de sa sortie, j'ai écouté plus que ça, quoi. Donc, bien sûr, mais Typo Negative était vraiment, alors même si cet album ne l'est plus justement, mais c'était vraiment le côté gothique doom pop. Et cet album est moins pop que les autres. C'est plus léger que monothéiste. Voilà, c'est complètement différent second degré. Là, il n'y a pas tellement de second degré dans cet album. De toute façon, depuis World Coming Down, ça a été assez compliqué chez lui. Il y en avait moins, forcément. Mais effectivement, les gens avaient gardé cette image, avaient gardé le côté fun, le côté troll, et le changement de label a vraiment pas aidé, quoi. Alors le problème, c'est qu'après il s'est mis à tourner, enfin il voulait le faire tourner plus parce qu'il fallait payer les factures qu'il avait, machin truc de 700 paires, ils avaient perdu beaucoup d'argent, quoi. Et il disait qu'il pouvait plus partir en tournée parce que chaque fois qu'il partait en tournée, il voulait arrêter, il sortait de rehab et à chaque fois les fans ou les gens lui donnaient un max de cam. Donc à chaque fois il est retombé dedans, il a réussi seulement à être sobre en 2009. Enfin sobre, il s'est vraiment calmé et c'était juste quelques mois avant sa mort. Parce que moi je me souviens du concert du Hellfest, il s'est descendu sa bouteille de vin comme d'habitude. Ah mais la bouteille de vin, il n'y avait pas de souci, c'est juste qu'après il a voulu arrêter la coke, mais tout le monde lui enfilait au concert, quoi. Donc mais même il n'y a pas de souci, en tournée il buvait beaucoup de vin. Des bouteilles de 2 litres, hein, je te dis. En plus, il buvait beaucoup de vin en quantité et mine de rien, à un moment ça fait. la diverticulite, c'est venu de là. Mais d'ailleurs, pour parler de
de la fin de sa mort, comme je te disais tout à l'heure. Donc il est mort quelques heures après son châtito et je pense vraiment que c'est ce qu'il a buté, c'est ce qu'il a fini. Ouais, sans rigoler, hein. Je sais que ça va faire un petit commentaire PA sur le fait que le chat s'appelle je Tito, sais ou pas que ça va faire marrer beaucoup de gens, mais je pense vraiment qu'il est mort de chagrin en fait, plus que de la chagrin. Il allait mourir de toute façon parce qu'il était malade, mais le décès de son chat qu'il adorait depuis, je pense que ça l'a fini, ça l'a juste achevé. Mais moi je trouve ça beau déjà. Et bon, alors est-ce que vous savez où est-ce qu'il est mort? Dans quelle ville? Il est mort à Scranton, Pennsylvanie. Oh, sérieux? La ville de The Office. Bah oui. Sachant que c'était lui, il est Leslie Knope aussi quelque part. Voilà, il y a un lien. Il y a tout se recoupe. Et pour rappel, l'une des obsessions de Dwight Schrute, c'était de trouver un typo négatif, un donneur universel qu'il avait trouvé dans la nana là, qu'il a failli épouser. Et il y a un épisode où Dwight Schrute dans sa voiture écoute Life of Agony, donc la boucle est bouclée. Ouais. Alors, et donc tu penses vraiment, parce que pour le coup ça je savais pas, tu penses vraiment que c'est un lien avec typo négatif, le fait qu'il cherchait justement ce... Non, du tout. Non, je pense que c'est le hasard. Et je te dis, en plus le groupe avait plus de nouvelles de lui, il s'inquiétait vachement, il savait pas où il était. Sa copine de l'époque avait dit qu'il avait la grippe, qu'elle avait vue au début de la semaine et qu'il était très malade. Et qu'il s'occupait de son chat. Alors écoute, c'est... et le chat est mort. Autre pied de l'histoire, alors quand il est mort, ça a quand même fait du bruit, hein, même dans les médias, sur internet, enfin voilà. Je te dis, c'était en avril au Roadburn, le soir du Roadburn. Bien sûr. Et moins d'un mois après, enfin vraiment juste après nous, on rentrait du Roadburn, c'est Ronnie James Dio qui meurt, donc autant te dire que ça a été une suite un enchaînement un peu fatal. Faut savoir un truc, c'est que au moment de sa mort, il était en train de finir l'album. Il était en train de finaliser un album. Oui, il y a un album effectivement. Alors moi je sais pas s'il a, de ce que j'ai lu, c'est qu'il l'avait entièrement composé, mais qu'il en a rien enregistré. Du coup en fait, les musiciens, ces autres musiciens ne pouvaient pas lui rendre hommage parce qu'en fait il y avait Peter Steele qui avait le truc quoi. Parce que je me suis toujours posé la question s'ils allaient sortir un truc un jour avec ce qu'il avait fait enregistrer, mais si ça n'a pas été fait, je sais qu'il avait déjà tout fait lui. Ouais, exactement. Et pour moi c'était pas enregistré. Et d'ailleurs, c'est pas écrit non plus, c'est-à-dire il l'a juste en tête quoi. Bah, en fait, tout était composé. Si, vraiment pour le coup, il avait fait des chansons, il savait exactement ce que, mais il était tout seul dans son coin. Donc, et qu'apparemment, je te dis, il avait, là, c'était pas, il prenait plus de coke et tout machin truc, il se sentait beaucoup mieux. Les gens ont dit, ah non, je le trouve beaucoup mieux et tout. C'est là où il tombe malade. Enfin, et je pense que je dis, s'occuper de ces animaux qui étaient en train de crever, enfin, son mecs qui étaient en train de crever, l'a vraiment détruit quoi. Donc, il est pas fleur bleue, c'est qu'il est très romantique, je pense que la mort, non mais c'est un gros fragile, putain. Non mais quand on dit ça, il est mort de chagrin d'un chat quoi. Bah ouais, il est mort de chagrin d'un chat. Écoute, je vais pas le. Moi, de ce que j'ai lu, cet album, alors je sais pas si ça me peut confirmer, mais de ce que j'ai lu, cet album qui n'est jamais sorti a été récupéré par Agaloche et c'est comme ça que c'est né le groupe. Demande-toi, c'est possible. Alors faut savoir qu'en plus il a été autopsié parce que on pensait qu'il avait fait une crise cardiaque et pour une question de pognon, d'assurance, il a fallu savoir la vraie raison de sa mort et c'est la diverticulite, donc c'est une septicémie qu'il a fait et donc donc là ça a pu être du coup l'argent a pu être libéré pour sa famille. Voilà. Très bien. Donc, ce qui boucle la boucle du système hospitalier américain, de santé et de remboursement là où son père n'avait pas été remboursé. Et des assurances, ouais. Et des assurances, ouais. Et donc le groupe s'arrête avec Peter Steele, ce qui est vraiment à louer, alors que là on a toutes les embrouilles de Pantera qui nous tombent sur la gueule en même temps. C'est vraiment à louer que le groupe s'arrête en même temps que ce soit réglé. Et donc les musiciens ont fait donc différents groupes derrière. Il y a donc notre ami Sal, le batteur, qui après Life of Agony a monté Pale Horns Named Death, qui finalement est assez proche dans les ambiances de Typo. C'est presque l'héritier. C'est moins tubique. C'est ça le problème. C'est un peu anecdotique quand même. Il y a le son, mais il n'y a pas le tube. Il y a pas le. C'est ça. C'est par contre, oui, c'est assez anecdotique dans l'histoire de la musique, clairement. C'est pas du même niveau. Et moins anecdotique, même si c'est pas des albums qui ont marqué. Mais moi j'ai pu voir Seven's Void en concert. Moi aussi. On était ensemble bien sûr. C'est donc Seven's Void qui va devenir Silvertomb. Un groupe indie rock, grungy quasiment. Grungy totalement. C'est grungy totalement. Avec des super tubes pour le coup. Avec des super chansons, vraiment super, et qu'on avait donc vu à la Loco, à la machine du Moulin Rouge. Monster Magnet et Nebula, je crois. Et il y avait Nebula, bien sûr, parce qu'il y avait la fameuse anecdote de Chris Glass qui avait récupéré des putes asiatiques. Et ce soir-là, il y avait beaucoup de drogue et de putes en backstage. Oh putain, oui. Bah moi, ça a été ma grosse rencontre avec la cocaïne. On l'a interviewé. Ouais.
Là, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était à ce concert où il a essayé de choper ma femme, Oui. où il a pris la main de Ah Mario. oui, on se il connaissait faisait avec 110 kilos, là. C'est pas l'époque où il faisait 110 kilos. Ouais, bien sûr, si, il Ah était oui, gros comme un il se coupe. cachait et tout. D'ailleurs, il y avait que lui qui se faisait pas sucer d'ailleurs. Les Et trois tu te autres, rappelles, effectivement. sur scène, Dave Windorf, il avait une guitare il jouait pas de guitare. Oui, Juste oui. pour cacher sa bedaine. Il avait une guitare juste pour cacher son ventre. Et je me souviens qu'on avait revu le guitariste de Monster Magnet, qu'on a fait le titre et qu'on lui avait dit, tu te souviens on t'avait vu en train de te faire sucer et tout. Il a dit, Stanley. il a dit, I can't remember. Je m'en souviens Il pas. a mais... fait l'amnésie. Il Il a dit, je m'en souviens pas, mais c'est fort possible. Si, je t'assure. Si, il y avait des Asiates dans Il y avait de la chenouf partout. Il y avait un saladier de coke. Nebula était défoncé. Il se prenait des Ah non, mais trucs. Nebula, c'était archi. Bah, ils ont splitté pas longtemps après, c'est pour rien. Ah, Mathieu, Mais, tu te moquais de Pantera, justement, donc qui s'est reformé juste je me avec, moquais pas, je disais juste que c'est un peu rude, quoi. Ouais, voilà. Mais il faut savoir que Type O Negative, ils étaient très potes avec les mecs de Pantera. Et on retrouve pas mal Le racisme, déjà. Déjà. Ils ont tourné ensemble. Ouais, ils ont tourné ensemble et on trouve pas mal de vidéos de Peter Steele qui venaient faire chier Anselmo et les autres. Ah oui, alors faut savoir. Sur scène, en train de balayer avec un énorme balai à ce moment-là pour les emmerder. Exactement. Et il faut savoir que c'était un très bon camarade de tournée, même s'il est peut-être en tournée, c'est qu'il se marrait tous les soirs, il faisait des blagues, il faisait des barbecues sur scène, c'est lui qui a lancé le truc, viens, on fait des barbecues sur scène. Exactement. Et qu'il a toujours été, il était en avec tout le monde, la scène hardcore lui rend souvent hommage. Harley Flanagan, il a posté un message récemment, parce que Harley, c'est quand même le mec de Brooklyn, c'est le mec de New York, gamin, lui, c'était l'enfant des rues, quoi. Et puis c'est un mec qui a vraiment le cœur à vif, quoi. Et il connaissait vraiment Peter en disant que c'était un mec ultra super sympa, qui traînait dans le quartier et tout, qui était toujours, il y avait toujours ce côté romantique derrière Peter. Il y avait une espèce d'aura, apparemment, un Peter Steele tu sais, il est, tu voyais presque le, c'est pour ça que je l'aime bien, mais je l'aime bien, Peter, parce qu'il y a le côté, il n'hésitait pas à se moquer de lui-même, de l'humour et tout, même pas mal, même dans ses malheurs, quoi, donc, voilà, c'est là où ça dévie des trucs, où ça chouine, et c'est chiant, où ça chiale, c'est que Peter, au moins, il savait rigoler de ça, quoi, voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut conclure tout ça en disant qu'on a affaire avec Type O Negative à un groupe unique en son genre, complètement. un groupe qui est important évidemment dans l'histoire de la musique, c'est, je veux dire, un groupe qui encapsule les années 90 presque, si je faisais. Il y a le vert Type O, hein. Il y a même un vert, on peut dire le vert Type O Negative, hein, un vert. Bah, ils ont même donné le nom du groupe à un type sanguin. Enfin, c'est vraiment allé jusque. Je me demandais où était la baie, je me dis merde, attends. Un vin qui s'appelle Petrus, grâce à cause de grâce le château Petrus, grâce à Peter Steele. Ils disent n'importe quoi. Alors je t'en parle pas. L'acier s'appelle le style. Ouais, grâce à Peter. Une race de chat qui s'appelle Gros Gland. Oui, ouais, c'est quand même un groupe, blague à part pour le coup, qui a vendu en 2021 plus de 2,5 millions d'albums, hein, tout confondu, hein, tous les albums confondus. C'est quand même pas rien, quoi. Et qui continue de fasciner parce que les gens redécouvrent Type O, parce que pendant je sais, pendant une période, les gens voulaient pas l'écouter. Ils disaient que c'était un truc à la Cocteau Twins ou Joy Division, il y avait un côté vraiment non, c'est des trucs Cold Wave. En fait, ils savaient pas ce que c'était vraiment Type O Négatif, quoi. Et on connaissait aussi que les trucs de cul, ces phrases, machin truc, mais il y a beaucoup de gens qui le découvrent maintenant. Puis, ce qui est pas plus mal. Voilà, c'est bien, quoi. On retombe amoureux de Peter Steele. Je finirai en disant que tant qu'on aura le droit de se faire sucer, Type O Negative sera écouté. Merci beaucoup. Attends, moi je vais terminer avec une petite anecdote en plus, puisque comme je sais que tu détestes Nirvana, Mathieu, ce qui m'aura toujours le don de m'étonner, j'ai envie de citer Peter Steele qui disait que justement, il considérait que Kurt Cobain était son héros. Et pourquoi ? Tout simplement parce que lui, au moins, il avait eu le courage de se tuer. Ouais, et puis la vache. Alors, faut savoir que par la suite, et il écoutait beaucoup de trucs aussi. Je sais qu'il avait dit qu'il adorait My Bloody Valentine, la scène shoegaze de l'époque, Dead Can Dance. Moi, j'ai toujours regretté qu'il n'ait pas chanté un Dépêche Mode, qu'il n'ait pas repris un Dépêche Mode. Ça aurait pu vraiment le faire. Ah, ça aurait été beau, c'est vrai. Ça aurait été bien. On n'a pas précisé qu'il a repris du Beatles. Et que dans les années 90, il y a une grande influence d'Alice in Chains, bizarrement, chez le guitariste surtout, et chez le batteur. Que tu retrouves dans Seven's Void et Silverton. Et ils disent que par contre, Soundgarden et Alice in Chains ont une grande influence en fait finalement dans les parties musicales de Type O. Et pour moi, tout ça, finalement, c'est quand on dit le son des années 90, c'est tous ces groupes-là. Il y a des liens, même si ça sonne pas pareil. Type O, c'est littéralement un groupe 90s, et moi, je vois clairement les liens avec Alice in Chains, quoi. Après, on a passé le truc de ses apparences chez Howard Stern et chez le truc de
Oui, quand il va, Jerry c'est Springer Jerry Show. Springer, où il fait la croix à l'envers, retournée, et puis il fait ça comme ça. Et que c'était pour lui une espèce d'expérience pour pouvoir être acteur, parce qu'il voulait jouer dans les films à l'époque. Mais c'est génial, parce qu'à ce moment-là, t'as toutes les filles qui applaudissent, qui hurlent, et il en rajoute à mort, il tape des pauses. Enfin, c'est le sexe symbole par essence, quoi. C'est génial. Ah, mais complètement. Mais on peut se le dire, ça, on voulait clairement lui ressembler à l'époque. Hein, il n'y avait pas de débat, quoi. Ouais, par contre, quand tu sais qui lui a donné des cours d'actorat, c'est David Carradine, qui je pense qu'il a dû rencontrer dans un truc de cul, je suis sûr, franchement. Est-ce que c'est Peter Steele qui a dit à David Carradine, tu sais, il y a un truc de ouf. Imagine. Dans un placard. Tu te pends. Dans un tu te placard. pends pendant que tu te branles, c'est ouf. C'est vachement bien. T'imagines, c'est lui qui l'aurait fait. Merci beaucoup à vous deux. C'était, je pense que les gens vont être à la fois enrichis et auront eu des blagues de Zizi. Voilà. Donc je pense que Sarah va être comblée par ce titre. Et écoutez tout ce qui est en dehors des albums, parce qu'il a fait un max de reprises, donc des Doors, The Light My Fire, plein de trucs. Une que j'aime beaucoup, moi, c'est Picture of Matchstick Men de Status Quo, qui était repris aussi par Cracker, un de mes groupes favoris. Excellent, Cracker. Excellent. Et qui était un super morceau. Qu'il a repris avec Ozzy Osbourne. Eh ben écoute, je savais même pas. Ah ben voilà. Je le savais même pas. Donc Paranoid, des Trippers, ils ont fait I Want You, She's Heavy, Need Someone. Mais il y a eu pas mal de reprises. Vous pouvez trouver pas mal de reprises d'ailleurs. Donc, voilà, I Want You, She's So Heavy, qui a été également reprise par Coroner qui a sorti l'album de l'année cette année. Et le Santana, un album incroyable. Écoutez, la pré-chronique. On peut le dire maintenant, il n'est pas sorti, mais c'est l'album de l'année. Et le Santana Medley, bien sûr. Voilà. Qu'ils ont fait. Ce titre, c'était beaucoup trop sérieux, c'est pas normal. Ben ouais, mais... c'est moi qui ai joué le rôle du Trubillon, c'est génial. Parce que je voulais pas qu'on se moque de Peter. Okay, et j'ai quasiment pas entendu la vapoteuse de Sam, putain, tu vois que tu peux le faire. Parce que, il le fait plus, ça fait quelques temps déjà. Mais ça aurait été... Moi, je pensais qu'il allait mourir dans la toxoplasmose, comme dans Trainspotting, c'est avec de la merde de chat, ça va faire changer la litière. Donc voilà, alors déjà que les meufs l'adoraient, tout le monde aime Peter Steele, bien sûr. Bon, on va pas se mentir, le public féminin. Voilà. On va pas se mentir, cette phrase de PA, voilà. putain. mais maintenant que t'apprends que le mec était, que en plus les chats étaient sa vie, alors là c'est fini quoi. Ouais, j'avoue que ça c'est l'argument qui me le sauve. Je vais réécouter Typo, alors pas tout de suite. Et des Dead Again, du coup. Et Dead Again peut-être. Peut-être que je ferai un post un jour Twitter pour réévaluer Dead Again, mais pas tout de suite. Donc c'est bien. Moi, pour l'instant, c'est Life is Killing Me et Bloody Kiss. Merci beaucoup au groupe d'avoir pas remonté le groupe, d'avoir ressorti les vinyles là, parce que moi j'en ai quelques-uns en original, mais d'avoir ressorti, ça a mis longtemps, mais il les ressort un par un, donc il essaie de faire des belles éditions. Ouais, exactement. Donc c'est cool aussi. Exactement. Ouais, d'ailleurs, je peux remercier officiellement Mathieu Yassef qui, avec d'autres, m'a offert l'album d'October Rust en first press original. Voilà, d'époque pour mes 40 ans, qui a c'est ruiné. C'est mon trophée. Ah bah j'ai fait beaucoup de choses avec que je ne peux pas citer ici. Ouais, j'étais loin d'être tout seul, on était plusieurs. Bien sûr. Mais je me souviens même plus de qui, donc je peux pas t'aider. Il se souvient même pas de m'avoir offert ce truc d'ailleurs, donc. Si, ça je m'en souvenais. Tout comme mon exemplaire d'October Rust, je l'ai acheté genre 100 balles en Italie. Putain, et je me suis fait mal pour rien. Tu me diras. Le tien a coûté plus cher pour la même édition. C'était finalement une affaire, mais vous avez fini de vous toucher. Non mais le truc c'est que disons qu'en fait le repress est sorti pas longtemps après. C'est surtout ça. Moi j'ai réussi. Mais je suis content d'avoir le pressage original. J'ai réussi à avoir un de ces champs paillés pour $20, moi. M'emmerdez pas. Et ben moi j'ai réussi à avoir sa bite dans le formol. Donc voilà. Dans un gros tupperware. L'une des plus belles quéquettes avec celle de Rocco Siffredi. Du Metal Game. Et de Vampeta, n'oubliez pas. Non mais du Metal Game, j'allais dire. Du Metal Game. Vampeta ni Rocco. Parce que Vampeta aussi a plus grosse ou plus petite que celle de Tommy Lee. Tommy Lee ou bah non, Tommy Lee, c'est tout fin. Tommy Lee, c'est une tête chercheuse, elle est toute fine. Et puis on dirait qu'elle a l'envers en plus. Donc voilà, écoutez Typo, aimez Typo. Écoutez Typo, aimez Typo. Les plus belles beats. Surtout faites l'amour en écoutant du Typo. Surtout. Voilà. Vous allez voir, votre bite va grandir sans... comme ça, juste... c'est un truc de dingue, c'est une relation de cause à effet. Garantie remboursée par Valdemar Kita. Allez, et là, t'as Mathieu David qui déteste Typo qui est parti courir chercher l'album. Voilà, l'or trouve titre.
Voilà. Là, c'est bon. Bon, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. Il y a sûrement une ou deux Troll Cup qui traînent, même si, a priori, tout le monde s'en branle, faut le dire. Ouais. Et un titre sur le Canada que tu as promis, Sam. Donc Tout à tu vas fait. faire le faire Qui est en préparation. Moi, je suis dans le Canada. Donc là, je suis dans le Canada. On m'a rappelé récemment que tu avais promis un titre sur Rick James aussi. Bon, c'était il y a 10 ans. Ça va se faire, Est-ce qu'on l'enterre officiellement? Non, on l'enterrera jamais. Non, on l'enterre. Rick James a déjà été enterré une fois, mais non, on va le faire. I'm Rick James, bitch. Enjoy yourself. Allez, bisous tout le monde. Miaou.